Avant de commencer cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne histoire à tous. Elise Harper lissa de ses mains la robe bleu nuit qui épousait parfaitement ses formes. C'était la même robe que Caleb lui avait choisie lors de leur week-end dans la Napa Valley. Ce soir semblait différent, vibrant de possibilités, lourd du secret qu'elle portait comme un joyau précieux dans son cœur. À travers les baies vitrées du Penthouse de Caleb, la silhouette de Seattle scintillait comme des diamants éparpillés, mais rien ne pouvait éclipser la joie qui bouillonnait dans sa poitrine. 2 lignes roses. 2 magnifiques lignes roses qui allaient changer sa vie, apparues sur le test de grossesse le matin même. Elle toucha son ventre encore plat, imaginant les minuscules miracles qui grandissaient à l'intérieur. Des jumeaux. Le médecin l'avait confirmé avec un sourire qui rivalisait avec l'aube. Après 6 mois à aimer Caleb de chaque fibre de son être, après des nuits où il murmurait son nom comme une prière, et des matins où il la regardait comme si elle avait elle-même suspendu les étoiles, elle portait ses enfants. « Tu es radieuse ce soir », dit Caleb en sortant de son bureau, avec ce sourire dévastateur qui lui avait coupé le souffle au gala de charité où ils s'étaient rencontrés. Ses cheveux sombres étaient légèrement en désordre, à force d'y passer les doigts, une habitude qu'elle avait appris à aimer lors de ses appels professionnels tardifs. À 30 ans, Caleb commandait les conseils d'administration et conquérait les marchés avec la même intensité qu'il mettait en toute chose, y compris en l'aimant. Vraiment ? La voix d'Élise avait une intonation musicale qui le fit s'arrêter, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Le Penthouse qui les entourait parlait de sa réussite. Cuir italien, œuvre d'art originale, une cuisine qui n'avait jamais vu de repas fait maison avant qu'Élise ne commence à rester. Mais ce soir, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce soir, il s'agissait de leur avenir, de la famille qu'ils construiraient ensemble. Caleb posa son verre et la rejoignit, ses mouvements fluides et confiants. Même en tenue décontractée, jean sombre et pull en cachemire crème, il se déplaçait avec une allure royale. Quand il prit ses mains, elle remarqua que les siennes tremblaient légèrement. « Élise, il y a quelque chose dont je dois te parler. » Son cœur manqua un battement. Allait-il la demander en mariage? Le moment serait parfait. Elle pourrait partager sa nouvelle juste après, regarder son visage se transformer d'émerveillement et de joie. Elle avait rêvé de ce moment, planifié comment elle lui annoncerait pour les bébés. « J'ai réfléchi à nous », continua-t-il en la conduisant vers le canapé moelleux qui faisait face aux fenêtres. « À notre avenir. »« Moi aussi », murmura-t-elle, sa main se déplaçant instinctivement vers son ventre avant qu'elle ne se reprenne. Caleb s'assit à côté d'elle, ses yeux bleus sérieux d'une manière qui aurait dû l'alerter. « Tu sais à quel point tu comptes pour moi. Ces 6 derniers mois ont été incroyables. Tu as apporté à ma vie quelque chose dont j'ignorais l'absence. » Une chaleur l'inonda. C'était le moment. Le moment où leur vraie vie commencerait. « Mais je dois être totalement honnête avec toi sur un point. » Sa voix baissa, prenant le ton qu'il utilisait en réunion d'affaires lorsqu'il posait des ultimatums. « J'ai besoin que tu comprennes ma position sur les enfants. » Le mot « enfant » la frappa comme un coup physique, mais elle se força à rester calme. Peut-être s'inquiétait-il du timing, de ne pas être prêt. Elle pouvait le rassurer, lui dire que l'amour préparait les gens, qu'ils trouveraient une solution ensemble. « Élise, je ne veux jamais d'enfant. » Les mots tombèrent entre eux comme des éclats de verre brisés. « Ni maintenant, ni jamais. Les enfants détruiraient tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi j'ai travaillé. C'est une complication que je ne peux pas me permettre, une responsabilité qui consumerait la vie que j'ai soigneusement bâtie. » Le sang quitta son visage si rapidement qu'elle se sentit prise de vertige. Autour d'eux, le Penthouse sembla soudain froid, caverneux, plus proche d'un musée que d'un foyer. Les lumières de la ville derrière les fenêtres se brouillèrent alors que les larmes montaient à ses yeux. Elle essaya de parler, mais sa voix l'avait abandonnée. « Je sais que la société attend certaines choses », continua Caleb, aveugle à sa détresse, s'échauffant sur le sujet comme il le faisait en expliquant ses stratégies commerciales. Mariage, enfant, tout le scénario domestique. Mais j'ai vu ce que cela fait aux gens. Le mariage de mes parents a à peine survécu à mon enfance. Les affaires de mon père ont souffert parce qu'il était constamment distrait par les obligations familiales. Je refuse de faire ces erreurs. Chaque mot était un couteau qui s'enfonçait plus profondément. Élise pressa sa main contre son ventre, se sentant soudain nauséeuse. Les bébés, leurs bébés, n'étaient même pas encore nés,
et leur père les rejetait déjà. La beauté de ce que nous avons, dit Caleb en attrapant sa main, c'est que nous pouvons nous aimer sans ces complications. Nous pouvons voyager, construire nos carrières, profiter de la vie sans le fardeau d'élever des enfants. Nous pouvons être égoïstes avec notre temps, notre attention, nos ressources. Fardeau. Il avait appelé les enfants un fardeau. Et si, commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. Et si quelqu'un était déjà? Et si les enfants faisaient déjà partie de l'équation? L'expression de Caleb se durcit. Alors cette personne devrait faire un choix. Moi ou eux. Parce que je ne ferai aucun compromis là-dessus. Élise. Je ne prétendrai pas vouloir quelque chose qui changerait fondamentalement qui je suis et ce que ma vie représente. Le ton sans appel dans sa voix brisa quelque chose dans sa poitrine. Ce n'était pas une discussion ou une négociation. C'était une déclaration aussi immuable que les lois de la physique. Caleb, l'homme qu'elle aimait de chaque souffle, ne voudrait jamais de leurs enfants, les verrait comme des obstacles à surmonter plutôt que des bénédictions à chérir. Je vois, parvint-elle à dire. Fière que sa voix ne se soit pas complètement brisée. Je savais que tu comprendrais, sourit Caleb, le même sourire qui lui avait fait croire aux contes de fées et à l'éternité. C'est ce que j'aime chez toi. Tu es pragmatique, ambitieuse. Tu comprends que certains rêves valent la peine d'être protégés, quitte à en sacrifier d'autres. Mais elle n'était pas pragmatique. Elle était une femme qui peignait des levers de soleil à l'aquarelle, pleurait devant les films romantiques et avait été assez sotte pour croire que l'amour pouvait tout conquérir. Elle était une femme portant des jumeaux qui ne connaîtraient jamais l'amour de leur père, parce qu'il avait décidé qu'ils ne le méritaient pas avant même qu'ils n'aient pris leur premier souffle. Je devrais y aller, dit-elle, se levant sur des jambes chancelantes. Partir? Caleb fronça les sourcils. Mais j'ai fait une réservation chez Canly. Je pensais qu'on fêterait ça. Fêter quoi? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Amère et brisée. Nous. Notre avenir. Le fait que nous voulons les mêmes choses. Mais il ne voulait pas les mêmes choses. Il ne l'avait jamais voulu. Elle avait juste été trop aveuglée par l'amour pour le voir. J'ai besoin de prendre l'air, mentit-elle, se dirigeant déjà vers la porte. Je t'appellerai demain. Élise. Attends. Mais elle était déjà partie, fuyant dans le couloir vers l'ascenseur, loin de l'homme qui venait de rejeter ses propres enfants sans le savoir. Dans les parois en miroir de l'ascenseur, elle vit son reflet. Pâle, frappé, sa main protectrice courbée sur son ventre. Cette nuit-là, dans son petit appartement à l'autre bout de la ville, Élise rassembla sa vie dans 3 valises. Chaque photo d'eux ensemble, chaque cadeau qu'il lui avait offert, chaque rappel de l'amour qui s'était transformé en cendre en l'espace d'une seule conversation. Elle laissa tout derrière elle. Elle quitta Seattle en voiture, les larmes coulant sur son visage, et 2 petits cœurs battant en elle. Elle ne laissa pas de mots. Elle ne dit pas au revoir. Elle disparut simplement, emportant les enfants de Caleb, les enfants dont il n'avait jamais voulu, vers un lieu où ils seraient aimés complètement, inconditionnellement, par le seul parent qui les adorait déjà. Derrière elle, la ville rapetissait dans son rétroviseur. Devant elle s'étendait l'incertitude, mais aussi l'espoir. Elle élèverait Théo et Milo en leur faisant savoir qu'ils étaient désirés, chéris, dignes de chaque sacrifice qu'elle ferait. Ils ne connaîtraient jamais la douleur d'être considérés comme des fardeaux par l'homme qui avait aidé à les créer. Les mots qui avaient tout brisé resteraient tus en leur présence. Ces enfants ne connaîtraient que l'amour. Aujourd'hui. Certaines blessures ne guérissent jamais. Elles apprennent juste à murmurer au lieu de hurler. Chapitre 2. 5 ans plus tard. Un homme peut bâtir un empire de ses mains, mais il faut l'absence d'une femme pour lui apprendre ce que signifie réellement la richesse. Caleb se tenait dans son bureau d'angle au 52e étage de la Sterling Tower, mais pour une fois, la vue imprenable sur le quartier financier animé de Seattle n'avait aucun attrait. Les rapports trimestriels étalés sur son bureau en acajou affichaient des profits records. Sa dernière acquisition avait fait la couverture de fortune, et à 35 ans, il commandait un empire commercial valant plus que le PIB de certains petits pays. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance sans elle. 5 ans. 1826 jours depuis qu'Élise était sortie de sa vie sans explication, ne laissant derrière elle que le fantôme de son parfum et un silence qui n'avait jamais cessé de résonner dans son monde si soigneusement construit. Chaque week-end pendant 5 ans, Caleb s'était rendu dans une ville différente,
avait arpenté les marchés de producteurs et les cours d'école, s'était assis dans des cafés et des librairies, cherchant dans la foule le visage de la femme qui avait disparu avec son cœur. Il avait d'abord engagé des détectives privés, mais après leur échec, il avait repris la recherche lui-même avec la même détermination méthodique qu'il appliquait à ses affaires. Portland, Bend, Astoria, Eugene, des dizaines de petites villes le long de la côte pacifique, chacune détenant la possibilité que ce soit le week-end où il la reverrait enfin. Son assistante avait depuis longtemps cessé de remettre en question ses départs du vendredi et ses retours du lundi, acceptant que son patron bourreau de travail ait développé un besoin inexplicable d'explorer la région le week-end. Ce samedi matin le trouva à Willowbrook, une ville côtière pittoresque à 3 heures au nord de Seattle qu'il avait étrangement manqué lors de ses précédentes recherches. La rue principale était bordée de galeries d'art et de cafés, le genre d'endroit qui attirait les créatifs en quête d'inspiration et de loyers abordables. Exactement le genre d'endroit qu'Élise aurait pu choisir pour tout recommencer. Caleb se gara près de la place de la ville et commença son rituel familier, marcher lentement dans le quartier commerçant, étudier chaque visage, écouter un rire qui pourrait être le sien, espérant le miracle qu'il avait soutenu à travers 5 années de déception. La cour de l'école primaire était animée par les activités du samedi matin, des parents poussaient des enfants sur des balançoires, tandis que d'autres organisaient ce qui ressemblait à une journée de nettoyage communautaire. Caleb se sentit attiré par le joyeux chaos, quelque chose dans la scène ravivant des souvenirs de conversation avec Élise sur la vie de famille dont elle rêvait un jour. Et puis il la vit. Élise se tenait près d'une table de pique-nique couverte de matériel d'art, ses cheveux sombres relevés en un chignon désordonné, vêtue d'un jean délavé et d'un t-shirt maculé de peinture. Elle riait de quelque chose qu'un petit garçon avait dit, son visage rayonnant de la même joie qui avait capturé le cœur de Caleb 6 ans plus tôt. Elle était plus belle que ce que son souvenir avait osé préserver, et pendant un instant, il ne put respirer. Mais ce furent les enfants qui l'entouraient qui firent basculer son monde. 2 petits garçons identiques, peut-être âgés de 5 ans, avec des cheveux sombres qui tombaient en vagues exactement comme les siens et des yeux bleus qui reflétaient parfaitement les siens. Il l'aidait à organiser les pinceaux, leurs petits visages sérieux de concentration. Et quand l'un d'eux leva les yeux et sourit, Caleb sentit ses genoux faiblir. La chronologie se mit en place avec une clarté dévastatrice. 5 ans qu'Élise était partie. Ces garçons, qui lui ressemblaient trait pour trait à cet âge, qui bougeaient avec des gestes qu'il reconnaissait de ses propres photos d'enfance. La façon dont la main d'Élise reposait protectrice sur l'épaule d'un garçon, l'intimité des involtes qui parlaient d'années de vie partagée. C'étaient ses enfants. Ses fils. Les enfants qu'Élise portait lorsqu'il lui avait lancé son ultimatum cruel sur le fait de ne jamais vouloir d'enfants. Caleb resta figé au bord du terrain de jeu, observant la famille dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. L'un des garçons où il pouvait voir une petite cicatrice sur le menton de l'enfant qui le distinguait de son jumeau montrait à Élise une peinture qu'il avait créée, son visage rayonnant de fierté. L'autre lavait soigneusement les pinceaux dans un seau d'eau, la langue sortie en signe de concentration. « Théo, c'est magnifique, dit Élise, sa voix portant clairement à travers le terrain de jeu, tu as vraiment capturé la façon dont la lumière du matin se pose sur l'eau. Milo est meilleur pour peindre les bateaux, répondit Théo avec l'esprit généreux d'un enfant, sécurisé par l'amour de sa mère. Mais j'aime peindre le ciel. Théo et Milo. Ses fils. Ils avaient des noms, des personnalités, 5 années de vie qu'il avait entièrement manqué. Caleb regarda Milo abandonner son lavage de pinceau pour enlacer la taille d'Élise dans un câlin spontané et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. C'était à cela qu'il avait renoncé. Pas seulement Élise, pas seulement le concept abstrait d'enfant, mais ça. Un samedi matin dans une petite ville à regarder ses fils découvrir l'art pendant que leur mère les guidait avec une patience infinie. C'était la vie que ses paroles arrogantes lui avaient coûté. « Maman, on pourra montrer nos peintures à Madame Rivera quand on aura fini ?» demanda Milo, sautillant d'excitation. « Bien sûr, mon cœur. Elle adorera voir ce que vous avez créé. » Caleb se força à s'approcher, le cœur battant si fort qu'il était sûr que tout le monde sur le terrain de jeu devait l'entendre. Il avait besoin de voir leur visage clairement, de confirmer ce que son cœur savait déjà avec une certitude absolue. Alors qu'il approchait du standard, Théo leva les yeux de sa peinture, et leurs regards se croisèrent. Des yeux bleus identiques à ceux de Caleb, dans un visage qui était incontestablement celui de son enfant. Le garçon pencha la tête avec un intérêt curieux, étudiant ce grand étranger avec l'intensité inconsciente que Caleb reconnaissait de sa propre enfance. « Bonjour, dit poliment Théo, la salutation d'un enfant bien élevé rencontrant un adulte. « Bonjour,
parvint à dire Caleb, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Élise leva les yeux au son de sa voix, et le monde s'arrêta de tourner. 5 années s'effondrèrent en un instant. Chaque jour de recherche, chaque nuit de regret, chaque moment à se demander s'il avait imaginé la profondeur de ce qu'ils avaient partagé. Tout se condensa en cet unique instant où leurs regards se croisèrent au-dessus d'une table de pique-nique couverte d'œuvres d'art enfantines. La couleur quitta le visage d'Élise, sa main se déplaçant instinctivement pour saisir l'épaule de Théo, comme pour le protéger. Milo, inconscient de la tension qui crépitait soudain dans l'air, continuait de laver les pinceaux en fredonnant. Caleb. Son nom sur ses lèvres n'était qu'un murmure, portant 5 ans de douleur, de surprise, et quelque chose qui aurait pu être du désir avant qu'elle ne maîtrise son expression pour la rendre neutre. « Je t'ai trouvé, dit-il, les mots inadéquats pour l'ampleur de ce moment. Le regard d'Élise passa des garçons à son visage, et il vit le moment exact où elle réalisa ce qu'il voyait, les conclusions qu'il tirait des preuves devant lui. « Les garçons, dit-elle, sa voix soigneusement contrôlée. Pourquoi n'iriez-vous pas montrer vos peintures à Madame Rivera? Montrez-lui ce sur quoi vous avez travaillé. » « Mais maman, commença Milo. « Maintenant, s'il vous plaît, dit Élise, son ton doux mais ferme, n'admettant aucune discussion. » Théo, toujours le jumeau le plus perspicace, regarda sa mère puis Caleb, avec des yeux trop sages pour un enfant de 5 ans, mais il prit la main de Milo et l'emmena, jetant un dernier regard curieux par-dessus son épaule à l'homme grand qui avait effrayé sa maman. Quand ils furent hors de portée de voix, Élise parla enfin. « Depuis combien de temps? Me cherches-tu? » 5 ans, dit simplement Caleb. Chaque week-end. Chaque ville entre ici et la Californie. Je n'ai jamais arrêté de chercher. Pourquoi? La question sortit, brisée, désespérée. Tu as eu ce que tu voulais, Caleb. Une vie sans complications. Une vie sans enfant. Caleb regarda de l'autre côté du terrain de jeu, où Théo montrait sa peinture à une femme âgée qui devait être Madame Rivera, tandis que Milo discutait avec enthousiasme de sa technique de lavage de pinceau. Ses fils. Magnifiques, parfaits, âgés de 5 ans et grandissant sans savoir que leur père existait. Parce que j'avais tort, dit-il, la voix épaisse de regret. Surtout. Sur les enfants, sur ce qui comptait, sur ce que je voulais que ma vie soit. J'ai passé 5 ans à apprendre ce que c'était que de vivre sans les personnes qui comptent le plus. Ils ne savent pas, dit soudain Élise, la compréhension inondant sa voix. Ils ne savent pas que tu es leur père. La gorge de Caleb se noua d'émotion. Que savent-ils? Que leur papa travaille très loin et ne peut pas venir les voir. La voix d'Élise était soigneusement neutre, mais Caleb perçut le tremblement sous-jacent. Je leur ai dit que tu les aimais, mais que ton travail te retenait en voyage. Même en se protégeant, même en fuyant son rejet, elle avait été bienveillante. Elle avait donné à leur fils un père qui les aimait de loin, plutôt qu'un père qui n'avait pas voulu d'eux du tout. Élise, commença Caleb, mais elle secouait déjà la tête. Tu ne peux pas débarquer ici et t'attendre. Maman. Milo revenait en courant, sa peinture serrée dans ses petites mains. Madame Rivera a dit que mon bateau avait l'air de pouvoir sortir du papier, et elle veut savoir si on peut t'aider pour le projet de fresque la semaine prochaine. Il dérapa jusqu'à Élise, puis leva les yeux vers Caleb avec une curiosité ouverte. Est-ce que tu vas aider pour la fresque, toi aussi? Il y aura des vagues de l'océan, des mouettes et tout. Caleb s'agenouilla au niveau des yeux de Milo, se retrouvant face à son fils pour la première fois. De près, la ressemblance était encore plus frappante. Pas seulement la couleur, mais la forme de son nez, la détermination de son menton, même la façon dont il sautillait légèrement lorsqu'il était excité. Ça a l'air d'être un projet incroyable, dit Caleb, sa voix douce. Tu dois être un très bon artiste. Je le suis, déclara Milo sans fausse modestie. Théo est meilleur pour certaines choses, mais je suis très fort pour peindre l'eau. Tu veux voir? Avant que Caleb ne puisse répondre, Milo lui montrait la peinture, une interprétation enfantine de bateau sur une eau bleue, avec un soleil jaune et des nuages en boule de coton. C'était la plus belle chose que Caleb ait jamais vue. C'est parfait, dit-il honnêtement. Tu as un vrai talent. Milo rayonna, puis s'approcha soudainement et enroula ses bras autour du cou de Caleb avec la spontanéité des enfants qui n'ont pas encore appris à être prudents avec leur affection. Le câlin frappa Caleb comme un coup physique. Cette étreinte confiante de l'enfant dont il n'avait jamais connu l'existence, le fils qui aurait dû être dans sa vie depuis le tout début. Il ferma les yeux et serra doucement Milo,
respirant l'odeur de peinture, de shampoing pour enfants, et de possibilités qu'il pensait avoir perdues à jamais. Quand Milo se recula, il étudia le visage de Caleb avec une sérieuse considération. « Tu as de jolis yeux, annonça-t-il. Ils sont de la même couleur que les miens et ceux de Théo. » L'observation innocente resta suspendue dans l'air comme une révélation, et Caleb vit le visage d'Élise pâlir alors qu'elle réalisait que leur fils avait remarqué ce qu'elle avait passé 5 ans à espérer qu'il ne voit pas. C'était le moment où tout changeait. C'était là que sa vraie vie commençait. Chapitre 3, l'affrontement. La vérité la plus cruelle sur l'amour est qu'il ne meurt jamais. Il apprend juste à vivre avec les cicatrices de ce qui aurait pu être. Le cottage au 247 Maple Street ressemblait à quelque chose d'un conte de fées, avec sa clôture blanche, ses rosiers grimpants et ses joyeux volets jaunes qui parlaient d'une femme déterminée à créer de la beauté malgré un cœur brisé. Caleb était assis dans sa Mercedes argentée sur le bas-côté, les mains serrant le volant si fort que ses jointures avaient blanchi, observant le foyer qu'Élise avait construit sans lui. À travers la fenêtre de la cuisine, il pouvait la voir bouger avec la même efficacité gracieuse dont il se souvenait, préparant ce qui ressemblait à un déjeuner. Même à cette distance, même après 5 ans, sa vue lui serrait la poitrine d'un désir si féroce qu'il menaçait de le briser. Puis il les entendit. Des rires enfantins flottant dans l'air printanier comme une musique. « Théo, n'embête pas Milo avec ce verre », la voix d'Élise venait de l'arrière-cour. Chaleureuse, empreinte d'affection et d'une exaspération feinte. « Et Milo, arrête de crier comme si on t'assassinait. » Caleb suivit le son, marchant le long de la clôture jusqu'à ce qu'il puisse voir dans le jardin derrière la maison. Le spectacle qui l'accueillit le cloua sur place. 2 petits garçons identiques couraient autour d'un potager, l'un tenant un ver de terre tandis que l'autre hurlait d'une terreur ravie. C'étaient des versions miniatures de lui-même à cet âge, tout en membres longs et en énergie indomptée, leurs cheveux sombres attrapant la lumière du soleil pendant leur course. Mais là où Caleb avait été sérieux même enfant, concentré et déterminé, Théo et Milo irradiaient de pure joie. « Je vais le mettre dans ta poche », déclara Théo, poursuivant son frère autour d'un plant de tomates. « Maman !» Théo est méchant, appela Milo. Mais son rire démentait toute réelle détresse. Les garçons. Élise émergea de derrière un abri de jardin, vêtue d'un jean délavé et d'un t-shirt maculé de peinture, plus belle que Caleb ne l'avait jamais vue. « Que vous ai-je dit à propos de vous terroriser mutuellement avec les créatures du jardin ? Que c'est seulement autorisé le mercredi, suggéra Théo, plein d'espoir. Que ça forge le caractère, ajouta Milo en souriant. Élise rit, un son qui avait hanté les rêves de Caleb pendant 5 ans. Bien essayé, les filous. Maintenant, allez vous laver les mains. Le déjeuner est presque prêt. Caleb regarda, hypnotisé, alors qu'elle prenait les 2 garçons dans ses bras, malgré leurs protestations sur le fait qu'ils étaient trop grands pour être portés. Elle les fit tourner, et tous 3 éclatèrent de rire. À cet instant, Caleb vit tout ce qu'il avait perdu avec une clarté cristalline. C'était à cela que ressemblait l'amour. Pas les dîners sophistiqués et les escapades de week-end qu'il avait partagés avec Élise 5 ans plus tôt, mais ça. Des enfants boueux, une guidance patiente et des rires qui résonnaient sur les murs du cottage. C'était la famille qu'il avait rejetée avant même qu'elle ne puisse exister. Les garçons disparurent dans la maison, mais Élise resta dans le jardin, agenouillée près d'un carré d'herbes aromatiques. Caleb regarda ses doigts, doux sur les jeunes plantes, les mêmes mains qui avaient autrefois tracé des motifs sur sa poitrine dans l'obscurité de son pantouse. Maintenant, ses mains entretenaient un jardin pour des enfants qu'il n'avait jamais connus, créer un foyer qui n'avait pas de place pour lui. Avant de perdre son courage, il poussa le portillon. Le léger clic du loquet fit lever les yeux à Élise, et le monde s'arrêta de tourner. 5 années s'effondrèrent en un instant. Chaque jour de recherche, chaque nuit de regret, chaque moment à se demander s'il avait imaginé la profondeur de ce qu'ils avaient partagé, où tout se condensa en cet unique instant, où leurs regards se croisèrent à travers un jardin qui sentait la croissance et les secondes chances. Le visage d'Élise passa par un kaléidoscope d'émotions, choc, douleur, colère, et quelque chose qui aurait pu être du désir avant qu'elle ne maîtrise son expression pour la rendre neutre. Caleb. Son nom sur ses lèvres n'était qu'un murmure. « Bonjour, Élise. » Elle se leva lentement, époussetant la terre de ses genoux, gagnant du temps pour se ressaisir. Quand elle lui fit face pleinement, Caleb put voir les changements que 5 ans avaient opérés. Elle était toujours d'une beauté à couper le souffle, mais il y avait une force dans sa posture qui n'était pas là avant, une confiance tranquille qui parlait de batailles menées et gagnées. « Qu'est-ce que tu fais ici ?
Sa voix était stable, contrôlée, mais Caleb perçut le léger tremblement sous-jacent. Je t'ai trouvé. Après 5 ans, je t'ai enfin trouvé. Je ne me cachais pas. Vraiment? Caleb s'approcha, assez près pour voir les éclats dorés dans ses yeux sombres, assez près pour sentir son parfum familier sous l'odeur de la terre et de l'air printanier. Tu as disparu sans un mot, Élise. Un jour tu étais dans ma vie, et le lendemain. Le lendemain. Tu as eu exactement ce que tu voulais. La colère rompit son sang-froid comme l'eau rompant un barrage. Une vie sans complications. Une vie sans enfant pour encombrer ton existence parfaite. L'accusation le frappa comme un coup physique, mais Caleb se força à soutenir son regard. J'avais tort. Tu as été honnête. Le rire d'Élise était amer, brisé. Brutalement, dévastateur honnête. Et je te suis reconnaissante pour cette honnêteté, Caleb, parce que cela a évité à mes enfants de grandir avec un père qui les verrait comme des fardeaux. Mes enfants. Pas nos enfants. La distinction creusa une autre entaille dans son cœur déjà brisé. Ce sont aussi les miens, dit-il doucement. N'ose pas. N'ose même pas te tenir dans mon jardin et les revendiquer maintenant. Tu as fait ton choix il y a 5 ans. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. Les mots explosèrent hors d'elle avec 5 ans de douleur refoulée. J'ai essayé de te le dire, Caleb. Ce dernier soir, je t'ai demandé ce qui se passerait si les enfants faisaient déjà partie de l'équation, et tu m'as regardé comme si je suggérais d'incendier ton précieux empire. Tu m'as posé un ultimatum. Toi ou eux. Alors je les ai choisis. Caleb sentit le sol se dérober sous ses pieds alors que tout le poids de son échec s'abattait sur lui. Elle avait essayé de le lui dire, à sa manière prudente, avec cette approche douce qu'il avait autrefois trouvée si attachante. Elle avait essayé de partager la nouvelle la plus importante de leur vie, et il l'avait fait taire avant même qu'elle ne puisse commencer. Élise, si j'avais su. Si tu avais su quoi? Tu aurais fait ton devoir? M'aurais épousé parce que tu le devais? Élever des enfants que tu détestais parce que la société l'attendait? Elle secoua la tête, des larmes menaçant au coin de ses yeux. Je t'aimais trop pour te piéger dans une vie dont tu ne voulais pas. J'aimais trop nos bébés pour les soumettre à un père qui les verrait toujours comme des erreurs. Ils ne sont pas des erreurs. Les mots venaient de quelque part au plus profond de son âme, une vérité qu'il n'avait que récemment découverte. Ce sont des miracles. Ils sont beaux et parfaits, et... Tu nous observais. Sa voix devint glaciale de réalisation. Tu nous faisais surveiller. Photographier. Étudier comme des spécimens. Le silence de Caleb fut une réponse suffisante. Sors d'ici. Les mots étaient calmes, mortels. Sors de mon jardin. Sors de ma ville et sors de nos vies. Élise, s'il te plaît. Maman. Une petite voix interrompit depuis l'embrasure de la cuisine. Théo se tenait là, ses cheveux sombres ébouriffés, ses yeux bleus et les yeux de Caleb grands ouverts de curiosité. C'est qui, le monsieur? Le souffle de Caleb se coupa. C'était son fils. Ce beau petit garçon sérieux était son enfant, et il regardait son père comme un étranger. Parce que c'est ce que Caleb était, un étranger. Quelqu'un qui s'en allait, dit Élise. Mais sa voix était plus douce maintenant, prudente de ne pas effrayer Théo. Mais Milo était apparu à côté de son frère, et là où Théo était prudent, Milo était audacieux. Il s'avança droit vers Caleb avec la curiosité intrépide d'un enfant de 5 ans, penchant la tête dans ce geste si familier. Tu es vraiment grand, observa Milo. Tu es un géant? Malgré tout, Caleb sentit ses lèvres s'étirer dans l'ombre d'un sourire. Non, je ne suis pas un géant. Milo, viens ici, appela Élise, mais Milo tendait déjà la main pour toucher celle de Caleb. Le contact fut électrique. Cette main minuscule dans la sienne, si confiante, si chaude, si absolument parfaite. Caleb baissa les yeux vers son fils et sentit son contrôle soigneusement maintenu voler en éclats. Tu as de jolis yeux, dit Milo solennellement. Ils sont comme les miens et ceux de Théo. Milo. La voix d'Élise était aiguë de panique. Reviens ici tout de suite. Mais Théo avait rejoint son frère, étudiant Caleb avec une intensité qui était purement celle d'Élise. Maman, pourquoi tu pleures? Caleb leva les yeux et vit les larmes couler sur le visage d'Élise, et il sut que ses propres yeux brillaient d'une émotion contenue. Debout là,
dans son jardin, avec ses deux fils tendant la main vers lui, Théo avec un intérêt prudent, Milo avec une affection ouverte. Caleb comprit la véritable ampleur de ce qu'il avait perdu. Ce n'étaient pas seulement des enfants. C'étaient ses enfants. C'était 5 ans d'histoire du soir qu'il n'avait jamais lu, 5 ans de genoux écorchés qu'il n'avait jamais embrassés, 5 ans de « je t'aime, papa » qui ne serait jamais prononcé. C'étaient des fêtes d'anniversaire, des matins de Noël et des premiers jours d'école qui s'étaient déroulés sans lui. Ils étaient tout ce qu'il avait eu trop peur de désirer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Élise, dit-il, sa voix se brisant sur son nom, je sais que je n'ai aucun droit de demander cela. Je sais que j'ai renoncé à toute prétention à ton pardon quand j'ai prononcé ces mots il y a 5 ans. Mais s'il te plaît, laisse-moi essayer de réparer ça. Laisse-moi essayer d'être l'homme qu'ils méritent, le père dont ils ont besoin. Il est trop tard pour ça. » Mais alors même qu'elle le disait, Élise regardait Théo se pencher contre la jambe de Caleb tandis que Milo examinait la montre coûteuse à son poignet. Ils n'ont pas besoin d'un père qui se montre quand ça lui convient et disparaît quand ça devient difficile. Je ne disparaîtrai plus. La promesse venait du plus profond de son âme. J'ai passé 5 ans à apprendre ce qu'était la vie sans toi. Sans eux. Je ne referai pas cette erreur 2 fois. Maman, Théo leva les yeux vers sa mère avec ses yeux incroyablement sages. C'est notre papa. La question resta suspendue dans l'air comme une prière. Innocente et dévastatrice dans sa simplicité. Caleb retint son souffle, attendant la réponse d'Élise, sachant que quoi qu'elle dise, cela déterminerait le cours de toute leur vie. Élise regarda Caleb, le regarda vraiment, et pendant un instant, il vit au-delà de sa colère la douleur sous-jacente. La solitude de 5 années à élever des jumeaux seuls, l'épuisement d'être le seul parent à affronter les crises de colère et à célébrer les réussites, le chagrin de voir ses fils se demander pourquoi ils étaient différents des autres familles. « Oui » murmura-t-elle enfin, le mot à peine audible. « C'est votre papa. » Et à cet instant, Caleb, maître de l'univers, bâtisseur d'empire, l'homme qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, tomba à genoux dans le jardin d'une étrangère et pleura pour tout ce qu'il avait failli perdre à jamais. Chapitre 4, Petit cœur, grande question. Les enfants voient le monde avec un cœur grand ouvert, posant les questions que les adultes ont trop peur de poser. Le salon du cottage semblait plus petit, rempli par la présence de Caleb. Son costume cher et sa posture soignée offraient un contraste frappant avec le chaos confortable des dessins au crayon sur les murs, des camions jouets éparpillés sur le tapis et des livres d'images empilés sur chaque surface. Théo et Milo avaient insisté pour qu'il entre après la révélation fracassante d'Élise, leurs petites mains tirant sur sa veste avec l'innocente persistance que seuls les enfants possèdent. « Papa, tu veux voir ma collection de dinosaures ?» Milo sautillait sur place, sa timidité initiale évaporée face à la présence d'un vrai père à impressionner. « J'ai un T-Rex et un Tricératops et un. Comment il s'appelle celui avec le long cou, Théo ?» Brontosaure, fournit Théo. Mais ses yeux sombres ne quittaient pas le visage de Caleb, l'étudiant avec une intensité qui serra la poitrine de Caleb. Ce fils était l'observateur, celui qui remarquait tout et l'analysait soigneusement avant d'agir. « C'est une collection très impressionnante », parvint à dire Caleb, la voix rauque d'émotion. Il s'assit prudemment sur le bord du canapé usé mais confortable d'Élise, essayant de se faire moins intimidant pour ces petits êtres qui partageaient son ADN mais ne savaient rien de sa vie. Élise se tenait dans l'embrasure de la porte, telle une sentinelle, les bras croisés, observant chaque interaction avec la férocité protectrice d'une mère qui avait passé 5 ans à être la seule barrière entre ses enfants et les blessures potentielles du monde. Caleb pouvait sentir sa tension depuis l'autre bout de la pièce, pouvait voir la guerre qui se jouait sur ses traits, le désir de protéger ses fils luttant contre la conscience qu'ils avaient besoin de leur père, même si ce père les avait autrefois rejetés. « Tu es vraiment, vraiment notre papa. » Milo grimpa sur le canapé à côté de Caleb avec l'intimité désinvolte d'un enfant qui n'avait jamais appris à craindre les étrangers. « Maman, montre-lui les photos. » Milo, commença Élise. Mais Théo traînait déjà un album photo de l'étagère inférieure de la bibliothèque. « Ce sont toutes les photos de nous quand on grandissait, » expliqua Théo avec la gravité d'un enfant de 5 ans, grimpant de l'autre côté de Caleb et ouvrant l'album sur ses genoux. « Maman prend beaucoup de photos parce qu'elle dit que les souvenirs, c'est important. » La gorge de Caleb se noua alors qu'il regardait la première page. Élise dans un lit d'hôpital, épuisée mais radieuse, tenant 2 bébés incroyablement petits. L'horodatage indiquait 15 octobre. Leur anniversaire. L'anniversaire de ses fils. Un jour qui était passé inaperçu dans sa vie pendant 5 ans,
tandis que quelque part, Élise le célébrait seule. Ça, c'est moi. Milo montra un des paquets emmaillotés. Je suis né le premier, donc je suis le grand frère. Mais Théo est plus grand maintenant parce qu'il mange plus de légumes. Je ne suis pas plus grand, protesta doucement Théo. On fait exactement la même taille. Maman nous a mesuré la semaine dernière. Caleb tourna la page avec des mains tremblantes. D'autres photos. Les garçons à 6 mois, assis et tendant la main vers l'appareil photo. À 1 an, faisant leur premier pas chancelant dans ce qui ressemblait à un petit appartement. À 2 ans, couverts de gâteaux d'anniversaire et arborant des sourires identiques barbouillés de chocolat. Où étais-je? La question s'échappa avant que Caleb ne puisse la retenir. Brute et brisée. Théo pencha la tête, réfléchissant. Maman dit que tu travaillais très loin et que tu ne pouvais pas venir nous voir. Mais tu es là maintenant, ajouta Milo pragmatiquement, se blottissant plus près de Caleb avec l'affection facile d'un enfant qui n'avait jamais appris que les adultes pouvaient être dangereux. Alors peut-être que tu as fini de travailler loin. Caleb regarda Élise à travers la pièce, qui s'était figée dans l'embrasure. Leurs regards se croisèrent, et il vit dans ses yeux les histoires qu'elle avait racontées à leur fils. Pas la vérité de son rejet, mais une fiction plus douce qui protégeait leur jeune cœur de savoir que leur père n'avait pas voulu d'eux. Oui, dit doucement Caleb, la voix épaisse d'émotion. J'ai fini de travailler loin. Bien, déclara Milo avec la certitude d'un enfant de 5 ans. Tu nous as manqué, même si on ne te connaissait pas encore. C'est bizarre, non, Théo? Théo hocha solennellement la tête. Parfois, je rêvais d'avoir un papa, et il te ressemblait. Maman disait que c'était mon imagination. Mais peut-être que c'était de la magie. L'innocence de tout cela. Leur acceptation complète, leur affection immédiate, leur volonté de l'aimer malgré son absence, brisa quelque chose dans la poitrine de Caleb. Ces enfants magnifiques, ces enfants, avaient rêvé de lui alors qu'il avait été trop têtu et effrayé pour seulement reconnaître leur existence. Tu peux rester pour le déjeuner, demanda Milo, supposant déjà que la réponse serait oui. Maman fait les meilleurs croque-monsieur du monde. Elle les coupe en triangle et tout. Je ne sais pas si, commença Caleb, cherchant la permission du regard d'Élise. S'il te plaît, maman. La voix calme de Théo avait plus de poids que l'enthousiasme de son frère. On n'a jamais déjeuné avec un papa avant. La simple déclaration frappa les 3 adultes comme un coup physique. La main d'Élise vola à sa gorge, son calme soigneusement entretenu se fissurant. Caleb sentit la brûlure familière de la honte et du regret. Tandis que Théo et Milo attendaient avec la patience d'enfants habitués aux conversations d'adultes qu'ils ne pouvaient pas tout à fait comprendre. Je suppose, la voix d'Élise était à peine audible. Je suppose que j'ai assez de sandwich. Les garçons applaudirent, Milo rebondissant littéralement sur les coussins du canapé tandis que Théo souriait, une version plus petite et plus contenue de la joie de son frère, mais non moins authentique. Je vais aider maman dans la cuisine, annonça Théo en glissant du canapé. Reste ici avec Milo, papa. Il va te montrer tous ses dessins. Papa. Le mot frappa Caleb comme la foudre à chaque fois qu'un de ses fils le disait. Il n'avait jamais imaginé ce que cela ferait d'être appelé ainsi, n'avait jamais voulu le savoir. Maintenant, cela semblait être le plus beau son du monde. J'ai dessiné celui-là hier, disait Milo, sortant une feuille de papier de couleur d'une pile sur la table basse. C'est notre famille. Caleb étudia le dessin au crayon avec le sérieux qu'il méritait. 3 bonshommes allumettes se tenaient devant une maison avec une cheminée tordue, une grande femme aux longs cheveux noirs et 2 silhouettes plus petites aux sourires assortis. Mais il y avait une 4e silhouette, à l'écart des autres, esquissée d'un trait plus léger, comme si l'artiste n'était pas sûr qu'elle appartienne au groupe. Et lui, c'est qui? Demanda Caleb, montrant la silhouette à l'écart. C'est notre papa, expliqua Milo avec naturel. Je le dessine toujours, mais je ne savais pas à quoi il ressemblait, alors je devinais. Mais j'ai deviné juste. Tu es grand, tu as les cheveux noirs, et tu as l'air gentil. La vision de Caleb se brouilla. Cet enfant, son enfant, l'incluait dans les portraits de famille depuis des années, gardant une place pour un père qu'il n'avait jamais rencontré, sachant en quelque sorte que quelqu'un, quelque part, leur appartenait. Tu as deviné juste, parvint à dire Caleb. Tu es un très bon artiste. Théo est meilleur. Il dessine des dinosaures qui ont l'air vrais. Je vais te montrer.
Milo se dépêcha de descendre du canapé et fouilla dans une boîte d'œuvres d'art, bavardant sans arrêt. Ça, c'est le T-Rex de Théo. Tu vois comment il a fait les dents toutes pointues? Et ça, c'est son stégosaure. Il a regardé dans un livre pour être sûr de bien faire les pics. Théo est super intelligent. Il connaît tous les noms de dinosaures, et il sait lire des grands livres et tout. Chaque détail était un cadeau et une torture. 5 ans de la vie de ses fils, leur personnalité, leurs préférences et leurs talents, livrés dans un flot incessant par un enfant désespéré de tout partager avec son père nouvellement découvert. « Et toi ?» demanda Caleb. « Qu'est-ce que tu aimes, à part les dinosaures et le dessin ?»« J'aime les papillons, » dit Milo sans embarras, « et les fleurs. Et je suis très fort pour faire des câlins. Maman dit que je fais les meilleurs câlins de l'univers. Tu veux voir ?» Avant que Caleb ne puisse répondre, Milo se lança dans ses bras avec une confiance absolue. De petits bras s'enroulant autour du cou de Caleb avec une affection féroce. L'étreinte était chaude, douce et absolument parfaite. Sentant le jus de pomme, le shampoing pour garçon et l'innocence. Milo fait les meilleurs câlins, confirma Théo depuis l'embrasure de la cuisine où il était apparu, portant une assiette de triangles de sandwich soigneusement disposée. Mais moi, je suis meilleur pour lire les histoires du soir. Je fais toutes les voix différemment. J'adorerais t'entendre lire une histoire, dit Caleb, tenant toujours Milo, s'émerveillant de voir à quel point il était naturel d'avoir son fils dans ses bras. Vraiment? Les yeux de Théo s'illuminèrent. Je pourrais te lire Max et les Maximonstres. C'est mon préféré. Le mien aussi, ajouta Milo, surtout quand Théo fait la voix de Max toute grognon. Ils déjeunèrent à la petite table de la cuisine. Le costume cher de Caleb semblait absurdement déplacé entre deux rehausseurs. Les garçons bavardaient sans arrêt, lui parlant de leur école, de leurs amis, de leur maîtresse, Mademoiselle Valencia, qui les laissait planter des graines en classe et s'occuper à tour de rôle du poisson rouge de la classe. Élise resta silencieuse pendant tout le repas. Mais Caleb la surprit à l'observer avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Il y avait de la douleur là, et de la lassitude, mais aussi quelque chose qui aurait pu être de l'émerveillement alors qu'elle l'observait avec leur fils. « Papa, » dit Milo entre deux bouchées de sandwich, « est-ce que tu dois retourner travailler loin ?» La question figea Élise, son sandwich oublié à mi-chemin de sa bouche. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Caleb. « Cela dépend de beaucoup de choses. »« Comme quoi ?» demanda Théo avec la franchise qui le caractérisait. Caleb regarda Élise, puis de nouveau ses fils, ces parfaites petites personnes qu'il avait acceptées si complètement, si rapidement, malgré ses années d'absence. Comme savoir si votre maman pense que c'est bien que je reste dans le coin. Si vous voulez que je fasse partie de vos vies. Si je peux apprendre à être un bon papa. Tu es déjà un bon papa, déclara Milo avec une certitude absolue. Tu as écouté toutes mes histoires, tu n'as pas dit que mon câlin était trop serré et tu as aimé mes dessins. Et tu as des yeux gentils, ajouta doucement Théo. Maman dit toujours qu'on peut savoir si quelqu'un est bon en regardant ses yeux. Le regard de Caleb croisa celui d'Élise à travers la table. Ses propres yeux brillaient de larmes contenues, et il se demanda ce qu'elle voyait en le regardant maintenant. L'homme qui avait rejeté leurs enfants ou l'homme qui luttait pour se montrer digne de leur amour-point. « On peut montrer notre chambre à papa ?» demanda Milo, en gigotant sur sa chaise. « On a des lits superposés et tout. » Après avoir fini de déjeuner, dit Élise, retrouvant enfin sa voix. « Vous deux. » Les garçons se replongèrent dans leur sandwich avec une concentration renouvelée, et Caleb se surprit à mémoriser chaque détail, la façon dont Théo mangeait ses croûtes en premier, la façon dont Milo fredonnait tout bas en mâchant, le silence confortable qui témoignait d'un rituel familial accompli d'innombrables fois. C'était à cela qu'il avait renoncé. Pas seulement à Élise, pas seulement au concept abstrait d'avoir des enfants, mais à ceci. Des moments ordinaires rendus extraordinaires par l'amour. Le simple plaisir de partager un repas avec des gens qui font entièrement partie de vous. Papa ? La voix de Théo était plus faible maintenant. Incertaine. Est-ce que tu vas encore disparaître ? La question resta suspendue dans l'air, tel un défi. Caleb regarda ce petit garçon sérieux, son fils, qui avait appris trop jeune que les adultes pouvaient partir sans prévenir, pouvaient s'évanouir de vos vies en ne laissant derrière eux que des espaces vides. Je ne veux pas, dit Caleb prudemment. Je n'ai jamais voulu disparaître la première fois. Je ne savais tout simplement pas que vous existiez. Mais tu le sais maintenant,
souligna Milo avec une logique implacable de 5 ans. Oui, reconnut Caleb. Je le sais maintenant. Alors tu resteras? Insista Théo, ayant besoin d'une certitude qui brisa le cœur de Caleb. Caleb regarda Élise, qui observait cet échange avec une expression d'une telle vulnérabilité que sa poitrine lui fit mal. Elle avait passé 5 ans à être tout pour ses garçons, mère et père, protectrice et pourvoyeuse, le point fixe dans leur monde en perpétuel changement. Maintenant, on lui demandait de faire confiance à l'homme qui les avait autrefois rejetés, de croire qu'il avait suffisamment changé pour être digne de leur amour. Je resterai aussi longtemps que votre maman sera d'accord, dit enfin Caleb. Et aussi longtemps que vous voudrez de moi ici. On veut que tu restes pour toujours. Annonça immédiatement Milo. Théo était plus prudent, comme toujours. Et si tu changes d'avis? Et si tu décides que tu ne veux plus être notre papa? La question fut comme un couteau dans le cœur de Caleb. Cet enfant, son enfant, se protégeait déjà contre l'abandon, apprenant déjà que l'amour pouvait être conditionnel, temporaire. Théo, dit Caleb en tendant la main sur la table pour toucher la petite main de son fils, je ne peux pas te faire changer d'avis sur beaucoup de choses, mais je ne changerai jamais, jamais d'avis sur le fait de vouloir être votre papa. Vous et Milo êtes les choses les plus importantes au monde pour moi. Plus important que le travail, demanda Théo, sceptique. Plus important que tout, confirma Caleb, et il le pensait de chaque fibre de son être. Le sourire qui illumina le visage de Théo fut comme un lever de soleil, lent, brillant et plein d'espoir. Milo poussa un cri de joie et se jeta à nouveau sur Caleb, avec ses doigts collants de sandwich et tout le reste, tandis que de l'autre côté de la table, Élise essuyait des larmes qu'elle ne pouvait plus cacher. Dans cette petite cuisine, entourée par le chaos et la joie de la vie de famille, Caleb comprit enfin ce qu'il avait cherché toutes ces années. Pas le succès, ni la richesse, ni le pouvoir, mais ceci, le simple miracle d'être aimé inconditionnellement par des gens qui font entièrement partie de vous. Il avait retrouvé ses fils. Maintenant, il devait trouver un moyen de les mériter. Chapitre 5, la lente danse des cœurs. L'amour ne se reconstruit pas à coups de grands gestes. Il se reconstruit brique par brique, minutieusement, avec la patience pour mortier et l'espoir pour fondation. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Caleb avait franchi le portail du jardin d'Élise, et le rythme de leur nouvelle réalité était encore fragile, incertain, comme une chanson apprise par des musiciens qui avaient oublié comment jouer ensemble. Chaque matin, Caleb conduisait les 3 heures de Seattle à Willowbrook, arrivant au moment où les garçons finissaient leur petit déjeuner et où Élise se préparait pour sa journée à l'école primaire, où elle enseignait les arts plastiques à des enfants qu'il adorait presque autant que Théo et Milo. Le cottage était devenu une seconde maison pour lui, bien qu'il prît soin de ne jamais considérer sa bienvenue comme acquise, de ne jamais dépasser les limites qu'Élise avait soigneusement établies. Il dormait au seul hôtel de Willowbrook, un charmant bed et breakfast tenu par Aurora Blake, l'amie la plus proche et la plus fervente protectrice d'Élise. Aurora lui avait fait comprendre son opinion très clairement lors de leur première rencontre. « Vous l'avez blessée une fois », lui avait-elle dit, le coinçant dans le hall de l'hôtel avec la franchise qui faisait d'elle l'amie parfaite d'Élise. « Ce ne sont pas des mots en l'air pour moi. Je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle s'endormait en pleurant, je l'ai regardée cumuler 2 emplois alors qu'elle était enceinte de jumeaux, je l'ai vue prétendre que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Vous avez une seule chance de prouver que vous avez changé. Une seule. » Caleb avait accepté l'avertissement avec la gravité qu'il méritait, comprenant que la loyauté d'Aurora envers Élise était absolue et non négociable. Dans une autre vie, il aurait pu être offensé par une telle franchise de la part d'une étrangère. Désormais, il était reconnaissant qu'Élise est quelqu'un qu'il aimait suffisamment pour se méfier de ses intentions. Mais ce matin-là était différent. Pour la première fois, Élise lui avait demandé de rester pendant qu'elle partait travailler, lui confiant Théo et Milo seuls lors de leur journée pédagogique. C'était un petit gage de confiance, mais pour Caleb, cela semblait monumental. « Papa, on peut te montrer la cabane secrète ?» Milo rebondit sur la pointe des pieds à côté de la table de la cuisine où Caleb aidait Théo à parcourir un livre illustré sur les créatures marines. « Elle est dans les bois derrière la maison, elle est super secrète et cachée et tout. »« Elle n'est pas si secrète, » corrigea Théo avec la précision qui le caractérisait. « Maman est au courant et Madame Chen, la voisine, nous a vu la construire la semaine dernière. »« Mais elle est secrète pour la plupart des gens, » insista Milo, « et papa, ce n'est pas la plupart des gens. C'est notre papa. » La façon décontractée dont ils avaient commencé à l'inclure dans leur monde coupait toujours le souffle à Caleb. 3 semaines,
et ses magnifiques enfants l'avaient simplement absorbé dans leur vie comme s'il avait toujours été là. Ils gardaient leurs plus beaux dessins pour lui, insistaient pour lui montrer chaque livre, chaque jouet et chaque cachette qui comptait pour eux, lui demandaient son avis sur tout, des chaussures à porter à la question de savoir si les nuages étaient faits de boules de coton. « J'adorerais voir votre cabane », dit Caleb en fermant le livre et en accordant toute son attention à Théo. « Mais seulement si vous êtes sûr que c'est d'accord de partager le secret avec moi. »« C'est d'accord, » dit solennellement Théo. « Tu fais partie de la famille maintenant. » La famille. Le mot frappa Caleb comme à chaque fois, inattendu, bouleversant, précieux au-delà de toute mesure. Il faisait partie de la famille pour ses garçons. Malgré 5 ans d'absence, malgré les circonstances qui l'avaient empêché de savoir qu'ils existaient, il se l'était approprié avec cette acceptation totale que seuls les enfants possèdent. « Alors, montrez-moi le chemin », dit Caleb en se levant et en offrant une main à chaque garçon. La cabane s'avéra être une construction élaborée de branches tombées, de vieux draps et de l'imagination de garçons de 5 ans. Niché dans un bosquet de pins qui offrait un abri naturel, Caleb dut ramper pour y entrer. Mais une fois installé sur la couverture qui servait de sol, il en comprit l'attrait. C'était douillet et privé, un endroit où de petits garçons pouvaient être les rois de leur propre domaine. C'est Théo qui l'a conçu, expliqua fièrement Milo. Il est très doué pour construire des choses. Moi, j'ai surtout porté des bâtons. Je n'aurais pas pu la construire sans ton aide, dit Théo avec la générosité qui semblait définir sa relation avec son jumeau. Et c'est toi qui as trouvé les draps parfaits dans le carton de don de maman. Caleb les écouta décrire la construction de la cabane, les problèmes qu'ils avaient résolus, les améliorations qu'ils prévoyaient d'apporter, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'étaient pas seulement ses enfants. C'étaient de remarquables petites personnes, gentilles, créatives et pleines de cet émerveillement que les adultes perdent trop souvent en chemin. On pourrait construire une cabane plus grande, suggéra soudain Milo, une assez haute pour que les papas puissent s'y tenir debout. Tu nous aiderais, papa ? J'adorerais vous aider à construire tout ce que vous voulez, dit Caleb, et il le pensait vraiment. Vraiment ? Les yeux de Théo s'illuminèrent de cet enthousiasme qu'il gardait habituellement sous contrôle. Tu sais construire des choses ? Je construisais des choses de mes mains avant de les construire avec de l'argent, admit Caleb. Mon père m'a appris la menuiserie quand j'avais à peu près votre âge. J'avais oublié à quel point j'aimais ça. C'est quoi, la menuiserie ? Demanda Milo. Travailler le bois, fabriquer des choses comme des tables, des chaises. Et des cabanes, interrompit Théo, plein d'espoir. Absolument des cabanes, confirma Caleb en souriant devant leur excitation. Ils passèrent la matinée dans les bois, Caleb leur apprenant à identifier différents types d'arbres, leur montrant comment tester la solidité des branches, écoutant leurs plans détaillés pour améliorer la cabane. À l'heure du déjeuner, tous trois étaient couverts de sève de pin et de terre, mais Caleb ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti si profondément heureux. « On devrait probablement aller se nettoyer avant que votre maman ne rentre, » dit-il alors qu'ils émergeaient des arbres. Elle n'appréciera peut-être pas d'avoir 3 créatures de la forêt dans sa cuisine. Maman aime quand on se salit, l'informa Milo. Elle dit que ça veut dire qu'on vit des aventures. Mais elle aime aussi qu'on se lave les mains avant de déjeuner, ajouta Théo, pragmatique. Ils rentrèrent en troupeau, Caleb aidant les 2 garçons à frotter la sève de pin de leurs doigts pendant qu'ils bavardaient sur leur matinée. Cette normalité domestique où aider des enfants à se laver, écouter leurs histoires, être nécessaire de ces petites manières immédiates qui composent le quotidien semblait à la fois étrangère et naturelle à Caleb. « Vous avez faim ?» demanda-t-il en inspectant la cuisine bien organisée d'Élise. Elle avait laissé de quoi faire des sandwichs et un mot avec des instructions, mais les garçons grimpaient déjà sur leurs chaises à table, s'attendant clairement à ce qu'ils sachent quoi faire. « Maman coupe nos sandwichs en triangles, » proposa Milo pour l'aider, et elle nous donne des pommes, des bâtonnets de fromage et des briques de jus. « Je devrais m'en sortir avec les triangles, » dit Caleb en sortant les ingrédients du réfrigérateur. Mais tandis qu'il travaillait, il se surprit à étudier les détails de la vie d'Élise qui l'entourait. La liste de courses tenue au réfrigérateur par un aimant en forme de papillon, les dessins des garçons couvrant chaque surface disponible, la tasse de café dans l'évier qui portait encore les traces de sa routine matinale. C'était la vie qu'elle avait bâtie sans lui, pratique et belle, pleine d'amour et de rire, et des 1000 petits choix qui créent un foyer. Elle avait pris son rejet et l'avait transformé en force, créé un monde où Théo et Milo pouvaient grandir en se sentant en sécurité, valorisés et chéris. « Papa », la voix de Théo était calme, réfléchie. « Pourquoi tu n'es pas venu nous voir quand on était bébé ?
La question que Caleb redoutait, posée avec la franchise innocente qui la rendait impossible à esquiver. Parce que je ne savais pas que vous existiez, dit Caleb prudemment, en déposant les sandwichs devant les deux garçons. Votre maman et moi, on a eu un désaccord, et elle a déménagé avant de pouvoir me dire qu'elle allait avoir des bébés. Quel genre de désaccord, demanda Milo, la bouche pleine. Caleb regarda ces visages confiants, ces enfants qu'il avait accueillis si complètement, et chercha comment doser la vérité. Ils méritaient l'honnêteté, mais ils méritaient aussi de garder leur innocence un peu plus longtemps. J'ai dit des choses qui ont blessé votre maman, dit-il finalement, des choses que je ne pensais pas, mais qui lui ont fait croire que je ne serais pas un bon papa pour vous. Mais tu es un bon papa, insista Théo avec une loyauté féroce. J'essaie de l'être, dit Caleb. Chaque jour, j'essaie d'être le genre de papa que vous méritez. Tu le es déjà, déclara Milo avec la certitude de ses 5 ans. Tu écoutes nos histoires, tu nous aides à construire des cabanes, tu coupes nos sandwichs comme il faut et tout. La simple acceptation dans leur voix serra la gorge de Caleb d'émotion. Ses enfants, lui offraient le pardon. Il n'était pas sûr de mériter leur amour. Il apprenait encore à le gagner. Je peux vous demander quelque chose, dit Caleb en s'asseyant sur sa propre chaise. Les deux garçons hochèrent la tête, soudain sérieux. Est-ce que vous êtes heureux avec votre maman, avec votre vie ici? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez qui soit différent? Théo et Milo échangèrent un de leurs regards de jumeaux, une communication muette passant entre eux. On est vraiment heureux, dit Théo prudemment. Maman s'occupe bien de nous, on a des amis à l'école, et Aurora fait les meilleurs biscuits du monde. Mais parfois, on aurait aimé avoir un papa, ajouta doucement Milo. Pas parce que maman ne suffit pas, mais parce que les autres enfants ont des papas, et on se demandait ce que ça faisait. Et maintenant on sait, sourit Théo, de cette expression lente et brillante qui transformait son petit visage sérieux. C'est vraiment chouette. Caleb dut détourner le regard un instant, submergé par la simple générosité de ses enfants qu'il avait accueillis dans leur vie sans réserve, sans condition, sans la méfiance qu'ils méritaient probablement. Quand Élise rentra à la maison cet après-midi-là, elle les trouva tous les trois dans le jardin, couverts de sueur, en train de travailler sur ce qui semblait être la structure d'une vraie cabane. Caleb était agenouillé à côté de Théo, lui montrant comment tenir un marteau en toute sécurité, tandis que Milo alignait des clous en rangée soignée, le bout de la langue sorti par concentration. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » demanda-t-elle, bien que son ton fût plus amusé qu'alarmé. « On construit une vraie cabane. » annonça Milo, abandonnant ses clous pour courir vers elle. « Papa sait fabriquer des choses avec le bois, et il nous apprend, et ça va être la meilleure cabane du monde entier. Elle aura des murs à travers lesquels on ne peut pas voir, ajouta Théo, levant les yeux de son martelage, et un toit qui ne fuit pas quand il pleut. Papa nous a montré comment tout mesurer pour que ça s'emboîte parfaitement. Le regard d'Élise croisa celui de Caleb par-dessus la tête des garçons, et quelque chose passa entre eux, la reconnaissance de voir à quel point cette scène semblait naturelle, à quel point elle semblait juste. Malgré tout ce qui s'était passé avant. Eh bien, dit-elle en posant son sac de professeur et en retroussant ses manches, on dirait que vous auriez besoin d'une paire de mains supplémentaires. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et là, dans la lumière du soleil de fin d'après-midi, avec Théo et Milo bavardant avec enthousiasme de leur projet de construction, Caleb sentit le premier frémissement de quelque chose qu'il avait cru perdu à jamais, non seulement la possibilité du pardon, mais l'espoir de construire quelque chose de nouveau ensemble, quelque chose de plus fort que ce qu'ils avaient eu auparavant, bâti sur la fondation de ces enfants parfaits qui leur apprenaient à tous les deux ce que l'amour signifiait. Vraiment. Les murs commencent à s'effondrer, le cœur se souvient de ce que l'esprit essaie d'oublier, et l'amour retrouve son chemin à travers les plus petites fissures de notre armure. L'air du soir était doux, porteur de la promesse de l'été, répandant l'odeur du chèvrefeuille et de l'herbe fraîchement coupée dans le jardin d'Élise. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Caleb était apparu à son portail, et les frontières prudentes qu'elle avait construites autour de son cœur commençaient à ressembler moins à une protection qu'à des murs de prison. Elle était assise sur les marches du porche arrière, regardant Caleb et les garçons mettre la touche finale à leur cabane. C'était une vraie structure maintenant, avec des murs, un toit pointu et des fenêtres découpées à la hauteur parfaite de 5 ans. Le son de leur rire flottait dans le crépuscule, ponctué par les questions sérieuses de Théo sur l'assemblage des joints et les commentaires enthousiastes de Milo sur tout, de la couleur de la teinture pour bois à la possibilité d'installer l'électricité. « Maman, regarde !» cria Milo, passant la tête par l'une des fenêtres. « On peut voir jusqu'au jardin de Madame Iliogène d'ici. »« C'est parfait, mon cœur, » répondit Élise,
sa voix se brisant légèrement sur le mot tendre. Parce que c'était parfait. Pas seulement la cabane, mais toute cette scène. Caleb à genoux à côté de Théo, lui apprenant patiemment à poncer les bords rugueux pour les lisser, Milo dansant autour d'eux, bavardant sans arrêt de leur prochain projet, la lumière dorée du soir les transformant tous en quelque chose sorti d'un livre d'histoire. Une famille qui semblait si naturelle ensemble que sa poitrine lui faisait mal. C'était ce dont elle avait rêvé pendant ses longues nuits de grossesse, quand elle imaginait le père que ses enfants ne connaîtraient jamais. Cette douce patience, ces rires faciles, cette façon de donner à Théo et Milo le sentiment d'être les personnes les plus importantes au monde. Caleb était devenu tout ce qu'elle avait espéré qu'il pourrait être. Et cela la terrifiait. Terminé, annonça Caleb en se levant et en époussetant la sueur de son jean. Au cours des 2 derniers mois, sa garde-robe était progressivement passée de costumes chers à des vêtements décontractés pouvant résister à la construction de cabanes, au jardinage et au chaos général qui accompagnait l'amour de garçon de 5 ans. Ce soir-là, il portait un jean délavé et un t-shirt gris doux qui moulait des épaules qui s'étaient élargies avec le travail physique qu'il avait fait autour de sa propriété. « On peut dormir dedans ce soir ?» demanda Théo avec espoir. « Juste pour un petit moment. »« C'est un soir d'école », leur rappela doucement Élise. « Mais peut-être que ce week-end. »« On pourra camper avec papa ?» demanda Milo, comme il le faisait pour tout maintenant. Leur père était devenu le centre de leur monde avec une rapidité qui à la fois étonnait et inquiétait Élise. Que arriverait-il lorsque la nouveauté s'estomperait, lorsque Caleb se souviendrait qu'il avait un empire commercial à diriger, une vie à Seattle qui n'incluait pas les histoires du soir, les genoux écorchés et les exigences infinies, épuisantes et merveilleuses de la parentalité? Si papa est d'accord, dit-elle prudemment, la même réponse qu'elle donnait à toutes ces questions. J'adorerais, dit Caleb, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui la fit détourner le regard. Je ne vois rien que je préférerais faire. C'est l'heure de se laver pour le dîner, annonça Élise en se levant et en lissant sa jupe. Vous deux. Et je veux dire vraiment se laver, avec du savon et tout. Les garçons grognèrent mais obéirent, faisant la course jusqu'au robinet extérieur que Caleb avait installé la semaine dernière, quand il avait remarqué qu'il se salissait les mains avec la terre du jardin. Une autre petite amélioration, une autre façon dont ils s'étaient tissés dans le tissu de leur vie quotidienne, sans fanfare ni attente de gratitude. Ils sont incroyables, dit Caleb doucement, venant se tenir à côté d'elle alors qu'il regardait Théo et Milo. S'éclabousser tout en essayant de suivre les instructions de lavage. Parfois, je les regarde et je n'arrive pas à croire que j'ai failli manquer tout ça. Tu ne l'as pas manqué, dit Élise, surprise par ses propres mots. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte pour eux. Caleb resta silencieux un long moment, son regard fixé sur leur fils. Est-ce ce qui compte pour toi? La question resta suspendue entre eux comme un pont qu'aucun n'était tout à fait prêt à traverser. Élise sentit le familier battement de panique dans sa poitrine, la peur qui la tenait éveillée depuis des semaines alors qu'elle regardait Caleb devenir tout ce qu'elle n'avait jamais osé espérer. Je devrais commencer le dîner, dit-elle au lieu de répondre, se dirigeant vers la porte de la cuisine. Mais la main de Caleb sur son bras l'arrêta, douce mais insistante. Élise, s'il te plaît. On ne peut pas continuer à prétendre qu'il ne se passe rien entre nous. Elle se tourna pour lui faire face, et le souffle lui manqua devant sa proximité. 2 mois de distance prudente n'avaient rien fait pour diminuer l'attraction magnétique entre eux. Au contraire, le regarder avec Théo et Milo n'avait fait qu'intensifier l'attraction, ajoutant des couches de respect et d'admiration au désir qui ne s'était jamais vraiment estompé. Ce qui se passe entre nous, ce sont nos enfants, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. C'est tout. Vraiment? Caleb se rapprocha, suffisamment près pour qu'elle puisse voir les éclats dorés dans ses yeux bleus, puisse sentir l'odeur de sueur, de savon et de quelque chose d'indéfinissablement lui. Parce que quand je te regarde rire de quelque chose que Milo dit, ou quand tu es Théo avec sa lecture, ou quand tu fredonnes en préparant le dîner, je me souviens pourquoi je suis tombé amoureux de toi il y a 5 ans. Et je pense. J'espère. Que peut-être tu t'en souviens aussi. Les murs soigneusement construits d'Élise commencèrent à trembler. Caleb. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit au-delà des garçons, continua-t-il, sa voix baissant à ce ton intime dont elle se souvenait de leur nuit ensemble, quand le monde n'était que deux et que tout semblait possible. Je sais que j'ai détruit ce que nous avions quand j'étais trop stupide et effrayé pour voir ce que tu m'offrais. Mais Élise, ces 2 derniers mois, à te regarder avec nos fils, à voir la vie que tu as bâtie, la femme que tu es devenue. Je suis tombé amoureux de toi à nouveau.
Les mots la frappèrent comme une force physique, brisant les défenses qu'elle avait passé 5 ans à construire. Tu ne m'aimes pas, murmura-t-elle. Tu aimes l'idée d'une famille, l'image que nous formons ensemble. Mais ce n'est pas viable, Caleb. Tu as une vie à Seattle, une entreprise qui a besoin de toi. Je l'ai vendue. La simple déclaration la laissa glacer. Quoi? J'ai vendu l'entreprise la semaine dernière. Sterling voulait me racheter depuis des années et j'ai finalement dit oui. Les mains de Caleb vinrent encadrer son visage, son contact douloureusement familier. Je ne vais nulle part, Élise. Je ne suis plus l'homme qui faisait passer le travail avant tout. Je ne peux plus être cet homme. Pas maintenant que je sais ce que j'abandonnerai. Tu as vendu ton entreprise. Elle pouvait à peine assimiler les mots. L'entreprise de Caleb avait été sa vie, son identité, la chose même dont il avait prétendu que des enfants la détruiraient. Mais c'était tout pour toi. Non, dit-il doucement, son pouce traçant la ligne de sa pommette. C'est toi qui étais tout pour moi. Toi, Théo et Milo. J'étais juste trop idiot pour le réaliser avant de t'avoir perdu. Des larmes coulèrent malgré ses efforts pour les contenir. Tu ne peux pas simplement réorganiser toute ta vie autour de nous. Et si ça ne marche pas? Et si? Et si ça marche? L'interrompit doucement Caleb. Et si nous pouvions avoir ce que nous aurions dû avoir il y a 5 ans? Et si nos fils pouvaient grandir dans une maison où leurs parents s'aiment? Où ils n'ont pas à se demander pourquoi papa vit ailleurs? Le rêve qu'il peignait était tout ce qu'elle avait voulu et eut peur d'espérer. Mais la peur était toujours là, vive et persistante. Je ne peux pas risquer leur cœur à nouveau, murmura-t-elle. Ils t'aiment déjà tellement. Si tu changes d'avis, si tu décides que ce n'est pas ce que tu veux, alors tu me détesteras. Et à juste titre, dit Caleb. Mais Élise, je ne changerai pas d'avis. Je ne peux pas, sais-tu à quoi je pense quand je me réveille dans cette chambre d'hôtel chaque matin? Je me demande si Théo s'est souvenu de se brosser les dents, si Milo a fait des cauchemars, si tu as assez dormi ou si tu es resté éveillé à t'inquiéter pour l'argent, les garçons ou les 1000 autres choses que tu gères seul chaque jour. Je pense à combien je veux être ici, dans cette maison, à aider pour le petit déjeuner, les devoirs et les histoires du soir. Je pense à combien je veux te tenir à nouveau dans mes bras, me réveiller à tes côtés, construire la vie que nous aurions dû avoir depuis le début. Ces mots la brisaient, démantelant chaque défense prudente qu'elle avait construite. Caleb, murmura-t-elle. Je t'aime, dit-il simplement. J'aime la femme que tu étais il y a 5 ans, et j'aime la femme que tu es devenue. J'aime te regarder avec nos fils, voir à quel point tu es patiente, sage et forte. J'aime que tu chantes en cuisinant, que tu laisses des petits mots dans les boîtes à lunch des garçons, et que tu aies transformé un cœur brisé en une vie magnifique pour nos enfants. Je t'aime, et je veux passer le reste de ma vie à prouver que je suis digne de t'aimer en retour. Les mots restèrent suspendus entre eux dans l'obscurité grandissante, chargés de promesses et de possibilités. Élise sentit ses derniers murs s'effondrer. La peur finalement vaincue par l'espoir qu'elle avait si durement tenté de réprimer. Maman? Papa? La voix de Théo flotta depuis l'embrasure de la cuisine. Ça va? On dirait que tu pleures. Élise rit à travers ses larmes, essuyant son visage alors que les deux garçons s'approchaient avec l'air inquiet qu'ils prenaient lorsque les adultes de leur monde semblaient contrariés. Ça va, mon cœur, assura-t-elle Théo en s'agenouillant à sa hauteur. Parfois, les adultes pleurent aussi quand ils sont heureux. Tu es heureuse? Demanda Milo, étudiant son visage avec l'intensité qui le caractérisait. Élise regarda Caleb, cet homme qui était devenu tout ce qu'elle n'avait jamais osé rêver, puis ses fils, leurs fils, qui observaient cet échange avec l'espoir innocent que les enfants apportent à tout. Oui, dit-elle, surprise par la certitude de sa propre voix. Je suis très heureuse. Bien, déclara Milo en enroulant ses bras autour de son cou dans l'un de ses célèbres câlins. On veut que tu sois heureuse, maman. Toi et papa. Est-ce qu'on va être une vraie famille maintenant? Demanda Théo avec sa franchise habituelle. Comme Tommy à l'école, où la maman et le papa vivent dans la même maison. Le regard de Caleb croisa celui d'Élise par-dessus la tête des garçons, la question suspendue entre eux avec toutes ses implications et possibilités. Tu aimerais ça? Demanda doucement Élise. Plus que tout, dit Théo sérieusement. On t'aime papa et on t'aime maman, et ce serait parfait si on pouvait tous être ensemble tout le temps. Tout le temps? Demanda Caleb, feignant de considérer cela sérieusement. Même quand je ronfle? Tu ronfles?
Ricana Milo. C'est pas grave. Théo ronfle aussi, et je l'aime quand même. Je ne ronfle pas, protesta Théo avec dignité. Si, tu ronfles. On dirait un bébé ours. Alors que les garçons éclataient de rire, débattant du volume relatif de la respiration nocturne de Théo, Élise sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis 5 ans. En regardant Caleb, l'amour, l'espoir est là. Détermination dans ses yeux, elle comprit enfin que certains risques valaient la peine d'être pris. Oui, dit-elle doucement, le mot porteur du poids du pardon, de la confiance et d'un avenir qu'elle était enfin assez courageuse pour revendiquer. Le sourire de Caleb fut radieux, transformant son visage de joie. Oui. Oui à tout, essayer à nouveau, construire quelque chose de nouveau ensemble, donner à nos fils la famille qu'ils méritent. Elle marqua une pause, prenant une inspiration tremblante. T'aimer à nouveau, même si ça me terrifie. Ça me terrifie aussi, admit Caleb en la serrant contre lui, avec Théo et Milo qui riaient encore entre eux. Mais certaines choses valent la peine d'être terrifiées. Et là, dans son jardin, entourée par les rires de leurs enfants et la promesse du lendemain, Élise s'autorisa enfin à croire que parfois, l'amour pouvait vraiment suffire. Chapitre 7, le baiser qui a tout changé. Certains baisers sont volés dans l'ombre. D'autres sont offerts au clair de lune, portant le poids de tous les lendemains sur leur souffle. Les garçons dormaient depuis 1 heure, blottis dans leur lit avec des histoires supplémentaires et des baisers du soir prolongés, privilège d'avoir les 2 parents à la maison. Caleb avait lu Max et les Maxi-monstres avec toutes les voix que Théo aimait, tandis que Milo avait réquisitionné les genoux d'Élise pour son livre préféré sur les papillons. Maintenant, le cottage était enveloppé d'un silence paisible, et Élise se retrouvait seule avec Caleb dans son jardin, l'espace entre-crépitant de possibilités et de 5 ans de désirs inexprimés. « Je devrais probablement rentrer à l'hôtel, » dit Caleb. Mais il ne fit aucun mouvement pour partir. Au lieu de cela, il resta sur la balancelle du porche à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, puisse capter son odeur mélangée de sueur et du savon à la lavande que les garçons avaient insisté pour qu'il utilise. Probablement, acquiesça Élise. Mais sa voix manquait de conviction. Le « oui » qu'elle avait prononcé plutôt restait suspendu entre eux comme un pont, et elle n'était pas prête à ce qu'il le traverse pour retourner dans son monde séparé. Le jardin autour d'eux était vivant des bruits de l'été, le chant des grillons, le bruissement des feuilles dans la brise, les vagues lointaines contre le rivage. Le clair de lune peignait tout en argent, transformant le familier en quelque chose de magique. « Élise, dit Caleb doucement, sa voix rauque d'émotion. À propos de ce que tu as dit tout à l'heure. Je le pensais. Les mots sortirent plus fort qu'elle ne s'y attendait. Tout. J'en ai marre d'avoir peur, Caleb. Marre de me protéger de quelque chose que je désire si désespérément que ça m'empêche de dormir la nuit. Caleb se tourna complètement vers elle, ses yeux bleus sombres dans le clair de lune. Qu'est-ce que tu désires? Je veux arrêter de prétendre que te voir avec Théo et Milo ne fait pas battre mon cœur la chamade, dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je veux arrêter de me mentir sur les raisons pour lesquelles j'attends tes visites avec impatience, pourquoi je trouve des excuses pour t'effleurer quand nous cuisinons ensemble, pourquoi je rêve de ce que ça ferait de t'avoir à nouveau dans mes bras. Le souffle de Caleb se coupa, et elle vit son propre désir se refléter dans ses yeux. Je veux arrêter d'avoir peur que tu partes, continua-t-elle. Je veux croire que l'homme qui construit des cabanes avec nos fils et répare les marches cassées de mon porche est l'homme qui sera toujours là quand les choses deviendront difficiles. Élise. Je veux que nos enfants grandissent dans une maison pleine d'amour, dit-elle, les mots se bousculant. Je veux qu'ils voient leurs parents s'embrasser le matin, se tenir la main et danser dans la cuisine. Je veux qu'ils sachent que l'amour est réel, durable et qu'il vaut la peine de se battre pour lui. La main de Caleb trouva la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec les siens dans un geste si familier qu'il lui serra la poitrine. « Qu'est-ce que tu veux d'autre » La question était intime, chargée de possibilités, et Élise sentit la chaleur lui monter aux joues. « Je veux que tu m'embrasses, murmura-t-elle. Je veux me souvenir de ce que ça fait d'être plus que la simple mère de Théo et Milo. Je veux être à nouveau ta femme. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, audacieux, vulnérables et terrifiants dans leur honnêteté. Pendant un instant, Caleb se contenta de la fixer, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'il venait d'entendre. Puis il bougea, sa main libre venant lui caresser le visage avec une infinie douceur. « Tu es sûr » demanda-t-il, son pouce traçant sa pommette. « Parce que si je t'embrasse, Élise, je ne voudrais plus m'arrêter.
Je ne voudrais pas retourner dans ma chambre d'hôtel et prétendre que nous sommes juste des coparents. Je voudrais tout, toi, eux, la vie que nous aurions dû avoir. Alors ne t'arrête pas, souffla-t-elle en se penchant dans sa main. Ne retourne pas là-bas. Ne prétendons plus. Le contrôle de Caleb céda avec un son presque audible. Sa bouche trouva la sienne avec 5 ans de désir refoulé, et Élise fondit en lui avec un doux gémissement d'abandon. Le baiser fut tout ce dont elle se souvenait, et plus encore, tendre et désespéré, familier et nouveau, portant le poids de leur histoire commune et la promesse de leur avenir. « Mon Dieu, ce que tu m'as manqué » murmura Caleb contre sa bouche, ses bras l'enveloppant pour la serrer contre lui. « Chaque jour pendant 5 ans, tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi, » admit elle, l'aveu arraché du plus profond de son âme. « Même quand je te détestais, même quand je me disais que j'étais mieux sans toi, tu m'as manqué. » Il l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, sa langue traçant la ligne de ses lèvres jusqu'à ce qu'elle s'ouvre pour lui avec un soupir de pur besoin. Le goût de lui était douloureusement familier, café, menthe et quelque chose d'indéfinissablement Caleb qui avait hanté ses rêves. « Je t'aime » murmura-t-il contre sa gorge, ses lèvres laissant une traînée de feu le long de son pouls. « Je t'aime tellement que ça me fait peur. Ces 2 derniers mois, à te regarder avec nos garçons, à voir la femme incroyable que tu es devenue. Je tombe un peu plus amoureux de toi chaque jour. » Mais alors même que la passion menaçait de les submerger, un petit bruit venant de l'intérieur de la maison les fit se figer tous les deux. La voix de Théo, demandant de l'eau. Faible, avec la confusion d'un enfant pris entre le sommeil et l'éveil. Ils se séparèrent, respirant difficilement, et le charme du moment se brisa contre la réalité de leur responsabilité. Élise toucha ses lèvres gonflées, regrettant déjà la chaleur de la bouche de Caleb. « Je devrais. » commença-t-elle. « Vas-y, » dit Caleb, la voix rauque. « Il a besoin de toi. » Élise se leva sur des jambes chancelantes, mais la main de Caleb attrapa la sienne avant qu'elle ne puisse s'éloigner. « Ce n'est pas fini, » dit-il, ses yeux brûlants de promesses. « Quand tu seras prête, quand le moment sera venu, nous finirons cette conversation. » « Et si je ne suis jamais prête ?» La question s'échappa avant qu'elle ne puisse la retenir, ses vieilles peurs refaisant surface malgré la passion qui vibrait encore dans ses veines. « Et si je ne parviens pas à surmonter la peur que tout cela ne soit que temporaire ?» Caleb se leva également, la serrant contre lui une dernière fois, son front contre le sien. « Alors nous prendrons un jour à la fois. Un baiser à la fois. Un moment à la fois. Jusqu'à ce que tu croies ce que je sais dans mon cœur, que je ne te quitterai plus jamais. » « Maman ?» La voix de Théo était plus forte maintenant, plus insistante. « J'arrive, mon cœur » cria Élise, puis elle regarda Caleb à nouveau. « Reste, » dit-elle impulsivement. « Ne retourne pas à l'hôtel ce soir. Dors sur le canapé, ou dans la chambre d'amis. Ou reste, tout simplement. Je ne veux pas que tu partes. » Le sourire de Caleb fut radieux. « Tu es sûr ? Je suis sûr que je ne veux pas me réveiller demain en me demandant si j'ai rêvé toute cette conversation, dit-elle honnêtement. Je suis sûr que je veux que nos garçons descendent et trouvent leur papa en train de faire des pancakes. Je suis sûr que je veux m'endormir en sachant que tu es tout prêt. Alors je resterai, dit simplement Caleb. Aussi longtemps que tu voudras de moi. Élise l'embrassa une dernière fois, rapidement et tendrement, puis se dépêcha d'entrer pour s'occuper de Théo. Derrière elle, elle entendit Caleb s'installer sur la balancelle du porche, et quelque chose de serré dans sa poitrine se détendit à la pensée qu'il serait là quand elle redescendrait. Théo n'avait besoin que d'un verre d'eau et de douces assurances avant de se rendormir, mais quand Élise retourna au jardin, le charme de leur intimité précédente s'était transformé en quelque chose de plus profond, de plus durable. Caleb avait apporté des oreillers et une couverture du placard à linge, transformant la balancelle en un nid douillet. « J'ai pensé qu'on pourrait parler, » dit-il en ouvrant les bras pour l'inviter. « Vraiment parler. De tout ce qu'on doit régler. » Élise se blottit contre lui, sa tête trouvant sa place naturelle sur son épaule, et sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années s'installer en elle. « Qu'est-ce qu'on doit régler ? » « Des choses pratiques, » dit Caleb, sa main caressant ses cheveux. « Où nous vivrons, comment fusionner nos vies, comment aider les garçons à s'adapter. Si tu veux d'autres enfants un jour. Si nous devrions nous marier avant ou après avoir trouvé comment redevenir une famille. Tu veux m'épouser. » Élise leva la tête pour le regarder, surprise de voir à quel point l'idée semblait naturelle. « J'ai voulu t'épouser environ 3 mois après le début de notre relation,
il y a 5 ans, admit Caleb. Je ne savais juste pas comment demander quelque chose qui, je le pensais, compliquerait ma vie soigneusement ordonnée. Maintenant, je sais que le mariage avec toi ne compliquerait pas ma vie. Il la compléterait. Ils parlèrent presque jusqu'à l'aube, partageant leurs rêves, leurs peurs et les détails pratiques de la fusion de leur vie. Ils parlèrent de la timidité de Théo et de la tendance de Milo à faire des cauchemars pendant les orages. Ils parlèrent du désir de Caleb d'apprendre à cuisiner et du rêve secret d'Élise d'ouvrir son propre studio d'art. Alors que les premiers rayons de soleil commençaient à peindre le ciel à l'est, Élise se sentit glisser vers le sommeil, en sécurité et au chaud dans les bras de Caleb. Le baiser qui avait tout déclenché n'était que le début, réalisa-t-elle. La vraie magie était là, dans ces conversations calmes, ces rêves partagés et la certitude croissante qu'ils construisaient quelque chose de plus fort que ce qu'ils avaient eu auparavant. Caleb, murmura-t-elle contre sa poitrine. Je t'aime aussi. Je crois que je t'ai toujours aimé. Même quand j'essayais de ne pas le faire. Ses bras se resserrèrent autour d'elle et elle le sentit déposer un baiser sur le sommet de sa tête. Dors, ma chérie. Je serai là quand tu te réveilleras. Et pour la première fois en 5 ans, Élise le crut complètement. Chapitre 8, l'épreuve du véritable amour. C'est dans la crise que nous découvrons non pas qui nous souhaitons être, mais qui nous sommes vraiment. Et parfois, l'amour est assez fort pour combler cet écart. L'appel arriva à 3h17 du matin. La voix paniquée d'Élise, tranchant le sommeil profond de Caleb comme une lame dans la soie. Caleb, quelque chose ne va pas avec Milo. Sa fièvre a grimpé à 40 degrés Celsius et il ne réagit pas comme il devrait. Je l'emmène à l'hôpital maintenant. Caleb attrapait déjà ses vêtements avant qu'elle n'ait fini de parler, son cœur battant contre ses côtes avec une terreur qu'il n'avait jamais connue. Je vous y retrouve. Quel hôpital? L'hôpital général de Willowbrook. Dépêche-toi, s'il te plaît. La ligne fut coupée, laissant Caleb seul dans la chambre d'amis où il dormait depuis une semaine, depuis cette conversation au clair de lune qui avait tout changé entre eux. Il s'habilla en un temps record, ses mains tremblant alors qu'il enfilait un jean et attrapait ses clés. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un flou de routes vides et de prières frénétiques à un Dieu auquel il n'était pas sûr de croire, négociant avec l'univers pour la santé d'un enfant qui était devenu son monde entier en à peine 3 mois. Milo. Le doux, l'adorable Milo, qui faisait les meilleurs câlins et voyait de la magie partout, des papillons aux histoires du soir. Le petit garçon qu'il avait accepté comme papa sans poser de questions, qui s'était blotti sur ses genoux le soir même pour lui montrer un dessin de leur famille, complet avec des bonshommes allumettes souriants et un soleil qui prenait la moitié de la page. Le parking de l'hôpital était presque vide à cette heure. Mais Caleb repéra immédiatement la voiture d'Élise. Elle s'était garée de travers sur 2 places, la portière laissée entr'ouverte dans sa hâte de faire entrer Milo. La vue de cette voiture abandonnée, preuve de sa panique et de sa peur, serra la poitrine de Caleb d'une rage impuissante contre l'univers qui menaçait leur enfant. Leur enfant. La pensée possessive venait naturellement maintenant, n'étant plus étrange ou étrangère. Milo était son fils de toutes les manières qui comptaient, et l'idée que quoi que ce soit puisse lui arriver était insupportable. Les urgences étaient durement éclairées et aseptisées, remplies du chaos contrôlé des professionnels de la santé gérant les victimes de la nuit. Caleb trouva Élise dans la salle d'attente pédiatrique, faisant les 100 pas comme un animal en cage, ses cheveux sombres en désordre et ses vêtements le même t-shirt taché de peinture et le short de pyjama qu'elle portait pour dormir froissé par son départ précipité. Élise? Il la rejoignit en 3 enjambées, la prenant dans ses bras avant qu'elle ne puisse protester. Elle s'effondra contre lui avec un sanglot de soulagement, son corps tremblant d'épuisement et de peur. Il était brûlant, murmura-t-elle contre sa poitrine. Je lui ai donné des médicaments, j'ai essayé de le rafraîchir avec des linges humides, mais rien n'y faisait. Il était si mou, Caleb. Il a à peine ouvert les yeux quand je l'ai pris. Et si? Caleb lui caressa les cheveux, essayant d'offrir un réconfort alors que sa propre peur menaçait de le consumer. Il va s'en sortir. Milo est fort et il reçoit les meilleurs soins possibles. Où est Théo? Demanda-t-il, réalisant soudain qu'ils étaient seuls. Aurora l'a emmené chez elle. Je ne voulais pas le réveiller à moins que. À moins que. Elle ne put finir la phrase, mais Caleb comprit, à moins que ce ne soit assez grave pour que Théo doive dire au revoir à son jumeau. La pensée était si horrible que Caleb en eut un mouvement de recul physique. Madame Sterling? Un jeune médecin en blouse s'approcha d'eux, et Caleb sentit Élise se raidir à ce nom. Ils n'étaient pas mariés, n'étaient légalement rien de plus que des coparents,
mais en ce moment de crise, la supposition semblait juste, naturelle. Je suis le docteur Rivera, continua le médecin. Milo est stable pour le moment. Nous faisons des tests pour déterminer la cause de sa fièvre, mais je veux être honnête avec vous. Sa température est dangereusement élevée. Et nous avons du mal à la faire baisser avec les méthodes conventionnelles. Les genoux d'Élise flanchèrent, et Caleb la rattrapa, la maintenant debout par la seule force de sa volonté. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda-t-il, sa voix plus stable qu'il ne l'aurait cru. « Cela signifie que nous allons l'admettre en observation et essayer des mesures de refroidissement plus agressives. La bonne nouvelle est qu'il réagit à nos interventions. Sa fièvre est tombée à 39,2 degrés Celsius, ce qui est encore élevé, mais bien mieux qu'à son arrivée. Nous devons juste trouver ce qui la cause. »« On peut le voir » demanda Élise, sa voix à peine audible. « Un à la fois, et seulement pour quelques minutes. Il a besoin de repos, mais je comprends que vous vouliez être près de lui. » Élise regarda Caleb avec des yeux pleins de larmes. « Vas-y en premier. J'ai besoin d'une minute pour me ressaisir. Il aura peur s'il me voit comme ça. » Caleb voulut protester, voulut insister pour qu'elle y aille en premier parce qu'elle était la mère de Milo, la constante dans sa vie, celle qu'il voudrait voir. Mais il comprenait aussi son besoin de se ressaisir, d'être forte pour leur fils. L'unité de soins intensifs pédiatriques était plus calme que les urgences principales, remplie du bip doux des moniteurs et des voix étouffées des infirmières faisant leur ronde. Milo paraissait incroyablement petit dans le lit d'hôpital, éclipsé par les machines qui l'entouraient. Des perfusions serpentaient depuis ses petits bras, et ses cheveux sombres étaient humides de sueur malgré la couverture réfrigérante drapée sur son petit corps. Mais ses yeux bleus brillants hérités de Caleb, s'ouvrirent quand il entendit des bruits de pas, et un faible sourire traversa son visage empourpré par la fièvre. « Papa !» Sa voix était rauque, plus fluette que d'habitude, mais alerte. « Tu es venu ?»« Bien sûr que je suis venu. » Caleb s'approcha du lit, faisant attention à ne déranger aucun équipement médical en attrapant la main de Milo. Les petits doigts qui s'enroulèrent autour des siens étaient brûlants malgré les mesures prises pour le rafraîchir, et Caleb dut déglutir difficilement pour contenir l'émotion qui menaçait de le submerger. « Comment tu te sens, champion ?»« Fatigué et j'ai chaud. Les docteurs m'ont donné un médicament qui a un goût dégoûtant. » Milo fit la grimace. « Où est maman ? Elle est juste dehors. Elle viendra te voir dans une minute. » Caleb repoussa les cheveux humides de Milo de son front, un geste aussi naturel que de respirer. « Théo reste chez Aurora ce soir pour qu'il puisse dormir un peu. »« Est-ce que Théo a peur ?» demanda Milo, avec cette inquiétude pour son jumeau qui ne manquait jamais d'étonner Caleb. Même malade et effrayé, Milo s'inquiétait pour son frère. « Un peu, » admit Caleb, « mais Aurora s'occupe bien de lui. Et on l'appellera dès que tu te sentiras mieux. »« Papa. » La voix de Milo devenait somnolente. Les médicaments et l'épuisement faisaient leur effet. « Oui, mon cœur ? Je suis content que tu sois là. J'ai eu peur quand je me suis réveillé et que je me sentais si malade, mais maman a dit que tu venais, et j'ai su que tout irait bien. » La confiance simple dans ces mots faillit briser Caleb entièrement. Cet enfant, son enfant, avait une foi absolue en lui, croyait que sa présence pouvait tout arranger. La responsabilité de cette confiance était vertigineuse, précieuse et terrifiante à la fois. « Je viendrai toujours quand tu auras besoin de moi, » promit Caleb, la voix étranglée par l'émotion. « Toujours, Milo. Quoi qu'il arrive. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon fils, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Caleb resta jusqu'à ce que la respiration de Milo devienne régulière dans le sommeil, puis retourna à contre-cœur dans la salle d'attente où Élise était assise, la tête entre les mains. Elle paraissait petite, perdue et complètement épuisée. « Il te demande » dit Caleb en s'asseyant à côté d'elle. Il est fatigué, mais alerte, et sa fièvre a encore un peu baissé. Élise hocha la tête, s'essuyant les yeux. Est-ce qu'il avait peur? Un peu, mais il s'inquiétait surtout pour Théo, et il voulait s'assurer que tu allais bien. Caleb attrapa sa main, entrelaçant leurs doigts. Il a dit qu'il était content que je sois là, qu'il savait que tout irait bien parce que tu lui avais dit que j'arrivais. De nouvelles larmes coulèrent sur les joues d'Élise. Il a toujours été comme ça. Si confiant, si sûr que les gens qu'il aime prendront soin de lui. Parfois, j'ai peur que le monde ne brise cette confiance. Pas si on peut l'en empêcher, dit fermement Caleb.
Nous veillerons à ce qu'il n'ait jamais à douter qu'il est aimé et protégé. Élise le regarda alors, le regarda vraiment, et Caleb vit quelque chose changer dans son expression. Tu le penses vraiment, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement de me prouver quelque chose ou de regagner ta place dans nos vies. Tu les aimes vraiment. Ce sont mes enfants, dit Caleb simplement. Pas à cause de l'ADN ou de papiers officiels, mais parce qu'ils ont totalement conquis mon cœur. Milo et Théo sont les meilleures parties de moi, celles dont j'ignorais même l'existence avant de les rencontrer. Je ferai n'importe quoi pour eux, Élise. N'importe quoi. Même si les aimer signifie gérer des nuits comme celle-ci, des visites à l'hôpital, des fièvres, et l'inquiétude constante qui va avec le fait d'être parent. Caleb repensa à la terreur qu'il avait ressentie pendant le trajet vers l'hôpital, à la façon dont son cœur s'était arrêté quand il avait vu Milo, si petit et si malade dans ce lit d'hôpital. C'avaient été les 3 pires heures de sa vie, mais aussi les plus révélatrices. Surtout dans ces moments-là, dit-il. La peur, l'inquiétude, les nuits blanches. Ce n'est pas un fardeau, Élise. C'est ça, l'amour. C'est ce que signifie avoir des gens dans sa vie qui comptent plus que son propre confort ou sa propre convenance. Élise étudia son visage un long moment, y cherchant quelque chose. Quoi qu'elle y ait trouvé sembla la satisfaire, car ses épaules se détendirent pour la première fois depuis son arrivée. « Je dois aller le voir, dit-elle en se levant. Mais Caleb. Merci d'être venu. D'être resté. D'avoir été exactement ce dont il avait besoin ce soir. Où est-ce que je serais d'autre, demanda Caleb, sincèrement perplexe. C'est mon fils. Et toi, tu es tout pour moi. C'est ici ma place. Après qu'Élise eut disparu dans l'unité de pédiatrie, Caleb se retrouva seul avec ses pensées dans la salle d'attente. Les événements de la nuit avaient cristallisé quelque chose qui montait en lui depuis des mois, la certitude absolue que c'était sa famille, sa vie, son foyer. Pas le Penthouse à Seattle ou l'entreprise qu'il avait bâtie, mais ce monde chaotique, magnifique, parfois terrifiant, d'aimer Élise, Théo et Milo. De tout son être. Il sortit son téléphone et envoya un texto à Aurora. Milo est stable. La fièvre baisse. On vous tient au courant. Merci de t'occuper de Théo. Sa réponse fut immédiate. Dieu merci. Théo dort, mais je lui dirai que son frère va bien à son réveil. Tu es un homme bien, Caleb. Élise a de la chance de t'avoir. Cette simple validation de la part de la plus féroce protectrice d'Élise signifiait plus que Caleb n'aurait pu l'imaginer. Aurora avait été sceptique à son égard depuis le début, l'observant avec des yeux perçants et un instinct protecteur. Son approbation ressemblait à une étape franchie, un signe qu'il devenait enfin l'homme que sa famille méritait. Quand Élise revint de sa visite à Milo, elle semblait plus en paix. Il dort confortablement, rapporta TL. Le docteur Rivera pense que c'est peut-être une infection virale, quelque chose qui suivra son cours en quelques jours, mais qui doit être surveillé attentivement à cause de la hauteur de sa fièvre. Donc, il ira bien, demanda Caleb, ayant besoin d'entendre les mots. Il ira bien, confirma Élise. Puis elle le surprit en se blottissant contre lui sur l'inconfortable chaise de la salle d'attente, sa tête trouvant sa place sur son épaule. Le docteur a dit que nous pouvions rester avec lui cette nuit. Nous relayer pour que l'un de nous soit toujours là quand il se réveille. Tout ce que tu veux, dit Caleb en passant ses bras autour d'elle. Je ne vais nulle part. Ils passèrent la nuit à se relayer, l'un d'eux toujours au chevet de Milo pendant que l'autre essayait de se reposer dans la salle d'attente. Caleb n'avait jamais rien vécu de tel que cette veillée parentale à l'hôpital, l'état d'alerte permanent, la façon dont chaque changement de respiration ou chaque mouvement pouvait faire s'emballer votre cœur, la protectivité féroce qui vous donnait envie d'échanger votre place avec votre enfant malade sans hésitation. Au matin, la fièvre de Milo était complètement tombée et il était assis, demandant des pancakes et se demandant si l'hôpital avait de bons livres de coloriage. La transformation de l'enfant malade à son état d'énergie habituel fut si spectaculaire que Caleb se surprit à rire de soulagement et d'épuisement. « On peut rentrer à la maison maintenant » demanda Milo alors que le docteur Rivera terminait son examen matinal. « Je veux voir Théo et lui montrer les bandages Coles qu'ils ont mis sur mes bras. »« Je pense qu'on peut arranger ça » sourit le docteur Rivera. « Votre fièvre est normale depuis 8 heures et tous vos tests sont rassurants. Vous devrez vous ménager quelques jours, mais il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas récupérer à la maison. » Le trajet de retour à Willowbrook fut calme. Milo somnolait dans son siège auto tandis qu'Élise était assise à côté de Caleb sur le siège passager,
sa main posée sur sa cuisse dans un geste d'intimité qui semblait mérité après la nuit qu'ils avaient partagée. « Merci », dit-elle doucement alors qu'il se garait dans son allée. « Pourquoi ? » D'avoir été là. D'être resté. D'avoir prouvé que lorsque ça compte vraiment, tu es exactement le père dont nos garçons ont besoin. Caleb la regarda, cette femme incroyable qui lui avait donné les plus beaux cadeaux de sa vie, et sentit quelque chose s'installer de façon permanente dans sa poitrine, la certitude absolue qu'ils étaient faits pour être ensemble, qu'ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête tant qu'ils y faisaient face unis. « Merci de me laisser être leur père, dit-il. De me donner la chance de les aimer, de t'aimer. De m'avoir suffisamment pardonné pour me laisser prouver que j'avais changé. » Alors qu'il portait un Milo endormi dans la maison où Théo attendait avec Aurora, où les deux garçons enlaçant immédiatement leur frère et leur père dans un enchevêtrement de soulagement et d'amour, Caleb sut que la nuit dernière avait été plus qu'une crise médicale. Ça avait été un test. Un test de son engagement, de son amour, de sa volonté d'être présent dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Et d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, il l'avait réussi. Chapitre 9, presque là, mais pas tout à fait. L'espace entre le « presque » et le « toujours » est là où les cœurs réapprennent à faire confiance, une respiration prudente à la fois. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le séjour de Milo à l'hôpital, et le rythme de leur nouvelle vie s'était installé dans quelque chose qui ressemblait au destin. Caleb ne retournait plus à l'hôtel chaque soir. La chambre d'amis d'Élise était devenue sa résidence officieuse. Bien qu'ils fissent tous deux semblant que c'était temporaire, rien ne semblait temporaire dans la façon dont Théo et Milo avaient absorbé leur père dans chaque recoin de leur existence. Caleb était celui vers qui il courait avec un genou écorché, la présence rassurante à l'heure du coucher, le professeur patient qui leur montrait comment faire leurs lacets et faire du vélo. Papa Caleb. Milo fit irruption dans la cuisine, les joues rouges d'excitation. Viens voir le nid d'oiseaux qu'on a trouvé dans le fort. De vrais bébés oiseaux, ajouta Théo, apparaissant derrière son frère. Ils sont si petits et parfaits. Caleb leva les yeux de la vaisselle du petit déjeuner, ressentant cette chaleur familière qui venait du fait de se sentir utile, d'être à la maison. Ça a l'air génial. On regardera plus tard, à bonne distance pour ne pas effrayer maman oiseau. Les garçons partirent en courant se laver les mains, leur bavardage excité résonnant dans le cottage. Caleb les regarda partir avec ce mélange de fierté et de protectivité féroce qui était devenu son compagnon constant. Ils ont trouvé le nid de rouge-gorge, dit Élise, apparaissant dans l'encadrement de la cuisine, vêtue d'une robe d'été jaune pâle qui faisait rayonner sa peau. Après 3 mois de limites prudentes, elle avait commencé à se détendre à nouveau avec lui, et des moments comme celui-ci semblaient douloureusement naturels. Ils sont très excités, confirma Caleb en lui versant du café dans la tasse qui était devenue la sienne. Tu es magnifique ce matin. Merci. Elle accepta le café avec un sourire qui lui serra la poitrine de désir. Tu es doué avec eux, Caleb. Meilleur que je n'osais l'espérer. Cet éloge le réchauffait encore plus qu'il n'aurait dû. L'approbation d'Élise comptait désespérément, son opinion sur ses compétences paternelles était la mesure à laquelle il jugeait son succès. Après le petit déjeuner et avoir préparé les garçons pour le camp de jour, Caleb se retrouva à faire les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Vivre chez Élise, partager les repas et les rituels du coucher lui avaient montré exactement ce que leur vie pouvait être ensemble. Mais ils existaient dans un entre-deux, plus que des amis, moins que des amants. Tu vas faire un trou dans mon tapis, remarqua Élise depuis la table de la cuisine où elle travaillait sur ses plans de cours. Désolé. Caleb se força à s'asseoir, mais sa jambe battait d'une énergie nerveuse. Je pense à nous. À cet arrangement dans lequel nous nous sommes installés. La main d'Élise s'immobilisa sur son crayon. Quoi, cet arrangement ? Il semble temporaire, dit Caleb prudemment. Comme si nous nous retenions tous les deux au lieu de prendre des décisions sur ce que nous voulons pour notre avenir. Je pensais que nous prenions les choses lentement. Nous sommes une famille à tous points de vue, sauf ceux qui comptent le plus, dit Caleb en se levant et en la rejoignant. Théo et Milo m'appellent papa. Je suis là chaque matin et chaque soir. Nous prenons des décisions ensemble sur tout. Mais nous ne sommes pas vraiment ensemble, Élise. Pas comme je voudrais que nous soyons. Elle posa complètement son crayon, lui accordant toute son attention. Que veux-tu, Caleb ? Je veux nous acheter une maison, dit-il, les mots se bousculant. Assez grande pour nous tous, avec un atelier où je pourrai apprendre la menuiserie aux garçons et un studio où tu pourras peindre. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin et m'endormir en te tenant dans mes bras chaque soir.
Élise devint très immobile, son visage passant par des émotions trop rapides pour que Caleb puisse les interpréter. « Je veux t'épouser », continua-t-il, sa voix gagnant en assurance. « Pas parce que c'est pratique, mais parce que vous aimez, toi, Théo et Milo, est la seule chose qui ait encore un sens dans ma vie. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise le fixait, les yeux écarquillés par quelque chose qui aurait pu être de la panique. « Caleb, commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Je sais que c'est beaucoup, dit-il rapidement. Mais Élise, cela fait des mois que nous tournons autour du pot. Les garçons sont heureux. Nous sommes heureux quand nous arrêtons de trop réfléchir. Qu'est-ce qu'on attend? J'ai besoin de temps, dit Élise en se levant brusquement, mettant de la distance entre eux. Tu parles de tout changer, et je ne peux pas. J'ai besoin de réfléchir. Les mots frappèrent Caleb comme un coup physique. Il s'était attendu à de la surprise, peut-être même de la joie. Il ne s'était pas attendu à une retraite. Du temps pourquoi, demanda-t-il, essayant de masquer la blessure dans sa voix. Nous avons eu 3 mois pour voir comment cela fonctionne. 3 mois où j'ai prouvé que je n'irai nulle part. De quoi as-tu besoin de savoir de plus? J'ai besoin de savoir que lorsque l'effet de nouveauté se dissipera, lorsqu'être parent deviendra difficile et routinier, tu ne te réveilleras pas un matin en te souvenant pourquoi tu disais ne jamais vouloir d'enfant, dit Élise, sa voix gagnant en force tandis qu'elle parlait. Combien de fois devrais-je te montrer que j'ai changé, demanda Caleb, ses propres émotions le submergeant. Combien d'histoires du soir? Combien de veillées à l'hôpital avant que tu ne croies que je ne suis plus cet homme-là? Il ne s'agit pas de ce que tu m'as montré, répliqua Élise, les larmes menaçant de couler. Il s'agit de ce qui se passera quand cela cessera d'être nouveau et excitant. Quand Théo ne voudra pas écouter, ou que Milo aura des problèmes, ou que je serai fatiguée et grincheuse et plus la femme dont tu es tombé amoureux. Alors nous gérons ça ensemble, dit Caleb, sa voix s'adoucissant. Comme le font les familles. Élise, j'ai remarqué que Milo a fait 3 crises cette semaine, que Théo a testé les limites, que tu étais épuisé hier. J'ai tout remarqué. Et je suis toujours là. Je te demande toujours de m'épouser. Élise cligna des yeux, surprise, comme si elle n'avait pas réalisé qu'il avait prêté une attention aussi soutenue. C'est ça, l'amour, continua Caleb. Pas seulement vouloir quelqu'un quand il est parfait, mais le choisir chaque jour, même quand il ne l'est pas et si tu changes d'avis. La question sortit, faible, brisée. Alors tu me quitteras, dit Caleb simplement. Mais je ne changerai pas d'avis. Ces 3 derniers mois, je n'ai pas joué à la dinette. J'ai découvert qui j'étais vraiment quand je suis avec les gens que j'aime le plus. Élise pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle luttait contre les émotions qui se battaient sur son expression. J'ai peur, murmura-t-elle. Terrifiée que si je m'autorise à croire que c'est réel, si je laisse les garçons croire que c'est permanent, et qu'alors quelque chose tourne mal. Quelque chose pourrait mal tourner, concéda Caleb en s'approchant d'elle et en lui prenant les mains. Mais Élise, quelque chose pourrait aussi bien se passer. Quelque chose pourrait être meilleur que tout ce que nous avons jamais imaginé. Il porta ses mains à ses lèvres, déposant de doux baisers sur ses jointures. Je te demande de faire un saut dans l'inconnu avec quelqu'un qui t'aime complètement. C'est ce qui me fait le plus peur, murmura-t-elle, levant vers lui des yeux brillants de larmes retenues. C'est que je le veux. Tout ça. Si désespérément que ça me fait physiquement mal. Je veux me réveiller à tes côtés et planifier notre avenir ensemble et donner à Théo et Milo le genre de foyer dont je rêvais quand j'étais enceinte et seule. Je le veux tellement que j'ai peur que le simple fait de le vouloir ne me porte la poisse. Caleb sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine à ces mots. Ce n'était pas un rejet. C'était de la peur. Et la peur, il pouvait gérer. Alors, voulons-le ensemble, dit-il en l'attirant près de lui. Soyons terrifiés ensemble, et courageux ensemble, et construisons quelque chose de beau ensemble. Élise fondit dans son étreinte, le visage enfoui contre sa poitrine, s'accrochant à lui comme s'il pouvait disparaître si elle le lâchait. J'ai besoin de temps, dit-elle à nouveau. Mais cette fois, cela ne sonnait pas comme un rejet. Cela sonnait comme quelqu'un rassemblant son courage pour le plus grand saut de sa vie. Combien de temps, demanda Caleb en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Pas longtemps. J'ai juste besoin de m'habituer à l'idée que nous pourrions, finalement, avoir notre fin heureuse. De l'étage vint le bruit de petits pieds et la voix de Milo appelant « Maman ». Papa. Théo a fait un autre cauchemar,
et maintenant je suis réveillé aussi. Élise rit à travers ses larmes, s'essuyant le visage en s'écartant de Caleb. C'est notre signal. Cette conversation n'est pas terminée, dit Caleb, mais son ton était doux, compréhensif. Je sais, répondit Élise. Et pour la première fois depuis qu'il avait commencé à parler de maison et de mariage, elle semblait pleine d'espoir au lieu d'être terrifiée. Mais Caleb. Quand je serai prête? Quand j'arriverai enfin à croire que nous avons droit à ça? La réponse sera oui. Le sourire qui illumina le visage de Caleb était radieux, transformant toute son expression de joie et de soulagement. Point oui. Oui, confirma Élise, se hissant sur la pointe des pieds pour lui donner un baiser rapide et doux. Maintenant, viens. Allons gérer la crise qui nous attend à l'étage. Alors qu'ils montaient les escaliers ensemble pour réconforter leur fils, Caleb sentit une paix s'installer en lui qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il n'y était pas encore. Pas tout à fait prêt à faire le grand saut vers l'éternité. Mais ils étaient proches. Si proches qu'ils pouvaient presque le goûter. Et pour l'instant, ce « presque » était suffisant. Chapitre 10, l'éternité commence maintenant. Les plus belles histoires d'amour ne se terminent pas par « oui, je le veux ». Elles commencent là. Dans cet espace sacré où deux personnes se choisissent, chaque jour, pour le reste de leur vie. Le matin du 6e anniversaire de Théo et Milo se leva, clair et lumineux, baigné d'une lumière dorée de septembre qui donnait l'impression que tout avait été peint par des anges. Élise se tenait à la fenêtre de sa cuisine, regardant Caleb et les garçons installer des tables dans le jardin pour la fête, et sentit son cœur si plein d'amour qu'elle se demanda comment sa poitrine pouvait le contenir. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette conversation sur les maisons et le mariage. 6 mois à construire prudemment la confiance et l'intimité, et la certitude profonde qu'ils étaient destinés à être une famille. Caleb avait été patient avec ses craintes, doux avec ses hésitations, ne la pressant jamais mais toujours présent, prouvant toujours par ses actions que son engagement était inébranlable. La chambre d'amis avait été abandonnée depuis longtemps. Caleb dormait désormais à ses côtés, dans le lit qu'ils avaient choisi ensemble pour la nouvelle maison qu'ils avaient achetée juste à l'extérieur de Willowbrook, une grande bâtisse victorienne avec suffisamment d'espace pour que chacun puisse grandir et rêver. Ils avaient emménagé il y a 3 semaines, les garçons bondissant d'excitation en explorant leur nouvelle chambre et les possibilités. Maman. Milo fit irruption dans la cuisine, le visage rouge d'excitation et ses vêtements de fête déjà froissés. Papa dit que la surprise est presque prête. On peut te la montrer maintenant, s'il te plaît? Quelle surprise, demanda Élise, bien qu'elle ait été au courant des sessions de planification secrète et des conversations chuchotées. La meilleure surprise du monde entier, ajouta Théo, apparaissant derrière son frère avec un calme étudié. Mais tu dois fermer les yeux et nous laisser te guider dehors. Élise regarda ses fils, ces magnifiques garçons qui avaient tant grandi au cours de la dernière année, pas seulement en taille mais en confiance et en sécurité, et sentit monter en elle cet amour féroce que la maternité avait apporté à sa vie. Fermez les yeux, répéta-t-elle, sceptique. Vous savez ce que je pense des surprises. C'est une bonne surprise, l'assura Milo avec une certitude absolue. La meilleure surprise de tous les temps. Et tu vas pleurer, des larmes de joie et tout. Des larmes de joie. Élise rit, mais elle se laissa conduire jusqu'à la porte arrière, les yeux docilement fermés. Tu peux les ouvrir. Maintenant. Élise ouvrit les yeux et haleta. Le jardin avait été transformé en quelque chose sorti d'un conte de fées. Des guirlandes lumineuses blanches étaient tendues entre les arbres, créant un dé d'étoiles malgré le soleil de l'après-midi. Des tables drapées de lin bleu pâle contenaient des arrangements de fleurs sauvages et des friandises d'anniversaire. Mais c'est ce qui se tenait au centre de tout qui lui coupa le souffle. Sous le vieux chêne où Caleb avait accroché une balançoire la semaine dernière, il se tenait là, dans un costume gris anthracite qui rendait ses yeux bleus incroyablement brillants. Il tenait une petite boîte en velours et arborait une expression d'un tel amour et d'un tel espoir qu'Élise sentit ses genoux faiblir. « Surprise !» cria Milo en sautillant sur place. « Papa va te demander en mariage et on a aidé à choisir la bague et tout. » Milo, siffla Théo avec exaspération. « Tu n'étais pas censé lui dire cette partie. » Mais Élise entendit à peine leur échange. Toute son attention était concentrée sur Caleb alors qu'il traversait le jardin vers l'endroit où elle se tenait, figée par le choc, l'émerveillement et une joie qui rendaient le monde plus lumineux. « Élise, dit-il, la voix rauque d'émotion alors qu'il posait un genou à terre, les garçons l'encadrant immédiatement. « Il y a 6 mois, tu m'as dit que tu avais besoin de temps pour croire que nous avions droit à ça.
J'espère que je t'ai donné assez de raisons d'y croire maintenant. Les mains d'Élise volèrent à sa bouche, des larmes coulant déjà alors qu'elle fixait cet homme qui était devenu tout ce qu'elle n'avait jamais osé rêver d'avoir. Ces derniers mois à vivre ensemble, à construire notre maison et notre vie côte à côte, ont été les plus heureux de mon existence, continua Caleb, sa voix gagnant en force. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, nous avons eu nos moments de chaos et de frustration, mais parce qu'ils étaient à nous. Et ils étaient à nous parce que nous avons affronté chaque défi ensemble, célébré chaque joie ensemble, appris à être une famille ensemble. Papa, chuchota bruyamment Milo. Tu es censé ouvrir la boîte de la bague maintenant. Caleb rit, un son plein de nervosité, d'amour et de bonheur. Merci pour le rappel, champion. Il ouvrit la boîte en velours pour révéler une bague qui était absolument parfaite, un solitaire vintage entouré de plus petits diamants qui attrapaient la lumière de l'après-midi et projetaient des arcs-en-ciel sur l'herbe. Élise Harper, dit Caleb, ses yeux ne la quittant jamais. Veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser t'aimer, toi, Théo et Milo, pour le reste de ma vie? Veux-tu construire l'éternité avec moi? La question resta en suspens entre eux, chargée d'histoire, d'espoir et de ce genre d'amour qui transforme tout ce qu'il touche. Élise regarda le visage de Caleb, la dévotion absolue dans son expression. Elle regarda Théo et Milo, qui observaient avec des yeux brillants et impatients. Elle regarda le jardin qu'ils avaient créé ensemble, plein de lumière, de fleurs et de possibilités. Oui, murmura-t-elle. Puis plus fort, avec plus de certitude qu'elle n'en avait jamais ressenti pour quoi que ce soit, oui, Caleb. Oui à tout. Les garçons poussèrent des cris de joie tandis que Caleb lui glissait la bague au doigt avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. Et puis, il fut debout, l'attirant dans ses bras et l'embrassant avec 5 ans de séparation, 6 mois de reconstruction et une vie de promesses, le tout condensé en un moment parfait. Je t'aime, murmura-t-il contre ses lèvres. Je t'aime tellement que ça me fait peur parfois. Je t'aime aussi, répondit Élise, ses bras serrés autour de son cou. J'aime l'homme que tu es devenu, le père que tu es pour nos garçons, le partenaire que tu as été pour moi. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un mariage? Demanda Théo avec un souci pratique. Le plus grand, le plus beau mariage de tous les temps, déclara Milo. Avec un gâteau, de la danse et de jolies fleurs. Le genre de mariage que ta maman voudra, dit Caleb, ses bras toujours autour d'Élise. Tant qu'à la fin, nous sommes mariés, je me fiche du reste. Je veux que nos amis soient là, dit Élise, imaginant déjà la célébration. Aurora, Lila, et tous les gens qui nous ont aidés à arriver à ce moment. Je veux que ce soit joyeux, beau et plein d'amour. On pourra être dans le mariage, demanda Milo avec espoir. On pourra porter les alliances ou les fleurs? Vous êtes la partie la plus importante, l'assura Caleb. Tous les deux. Il ne s'agit pas seulement de maman et moi qui nous marions. Il s'agit de nous qui devenons une famille. Officiellement, légalement, en permanence. On est déjà une famille, observa Théo avec sa sagesse habituelle. Ça, c'est juste pour que tout le monde le sache aussi. Exactement, acquiesça Élise en s'agenouillant pour serrer les deux garçons dans ses bras. Nous sommes déjà une famille dans nos cœurs. Maintenant, nous allons le rendre officiel. La fête qui suivit fut tout ce qu'un 6e anniversaire devrait être, bruyante, chaotique et pleine de rire. Aurora arriva et fondit immédiatement en larmes à la vue de la bague d'Élise. Lila apporta un gâteau fait maison et de sages conseils sur le mariage. Les voisins vinrent avec des cadeaux et des vœux de bonheur. Et à travers tout cela, Caleb et Élise évoluaient ensemble avec le rythme naturel de personnes qui s'appartiennent complètement. Alors que le soir tombait et que les derniers invités partaient, ils se retrouvèrent seuls avec Théo et Milo dans leur jardin, entourés des débris de la fête et d'un profond contentement. Meilleur anniversaire de tous les temps, déclara Milo, affalé sur l'herbe dans ses vêtements de fête, l'air épuisé mais bien heureux. La meilleure partie, ce n'était même pas les cadeaux, ajouta Théo pensivement. C'était de voir maman et papa se fiancer. Vous êtes plutôt incroyables, vous savez, dit Caleb en s'installant à côté d'eux sur la couverture qu'Élise avait étendue sous le chêne. Pourquoi serions-nous jaloux? Demanda Milo, sincèrement confus. On voulait que tu épouses maman. On te l'a demandé, tu te souviens? Élise se blottit contre Caleb, sa tête sur son épaule, sa main avec sa nouvelle bague posée sur sa poitrine où elle pouvait sentir son cœur battre, régulier et fort. À quoi tu penses? Demanda doucement Caleb. À tout, répondit Élise. À quel point j'avais peur quand tu es apparu pour la première fois dans mon jardin.
À quel point j'étais certaine que te laisser entrer dans nos vies se terminerait par un chagrin d'amour. À quel point je me suis trompé sur tant de choses. Tu n'avais pas tort d'avoir peur, dit Caleb. Je n'avais pas encore mérité ta confiance. Je devais prouver que j'avais changé. Que j'étais digne de vous, toi, Théo et Milo. Tu l'as prouvé, dit fermement Élise. Chaque jour. De mille petites façons. Tu l'as prouvé. Au-dessus d'eux, les premières étoiles commençaient à apparaître, et les voix des garçons devenaient somnolentes alors que l'excitation finissait par les rattraper. C'était ça, le bonheur, réalisa Élise. Pas la passion haletante ou l'intensité désespérée, mais ce contentement tranquille. Cette certitude que demain apporterait plus de la même chose. Quand est-ce qu'on devrait se marier, demanda-t-elle, se surprenant elle-même. Quand tu veux, répondit Caleb. Demain, le mois prochain, l'année prochaine. Je ne vais nulle part. Bientôt, décida Élise. Je ne veux plus attendre. J'ai passé trop d'années à avoir peur de ce qui pourrait mal tourner au lieu d'embrasser ce qui pourrait bien se passer. Bientôt, alors, acquiesça Caleb en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Maman. Papa. La voix de Théo était somnolente, satisfaite. Est-ce qu'on va vivre heureux pour toujours maintenant, comme dans les histoires? Élise et Caleb échangèrent un regard plein d'amour, de promesses et d'une sagesse durement acquise. Oui, mon cœur, dit doucement Élise. Nous allons vivre heureux pour toujours. Tous ensemble. Pour toujours et à jamais, ajouta Caleb. Milo était déjà endormi sur la couverture, sa petite main enroulée avec confiance dans celle de son père, et Théo luttait pour garder les yeux ouverts. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient de plus en plus fort, et autour d'eux, leur foyer pour toujours attendait d'abriter tous les miracles ordinaires qui composeraient leur vie ensemble. 5 ans plus tôt, Caleb avait dit qu'il ne voulait jamais d'enfants, et ces mots avaient brisé le monde d'Élise. Ce soir, entouré des enfants qui avaient tout changé et tenant la femme qui lui avait appris ce que l'amour signifiait vraiment, Caleb comprit que certaines erreurs deviennent le fondement des miracles. Parfois, les mots qui nous brisent sont exactement ce dont nous avons besoin pour devenir entiers. Parfois, le « jamais » devient « toujours ». Et le « toujours » devient « pour l'éternité ». Fin.